Je peux débuter. Eh bien, bonjour à tout le monde. Dans cette rencontre entre théoriciens et praticiens, je vais prendre très rapidement la parole en tant que théoricien pour remettre en mémoire cette formule qu'on apprend à tous les étudiants en droit dans nos facultés. C'est le recours pour excès de pouvoir vu au début du XXe siècle par Gaston Gèze. Il avait écrit, Gaston Gèze, que le recours pour excès de pouvoir est la plus merveilleuse création des juristes, l'arme la plus efficace, la plus pratique, la plus économique qui existe au monde pour défendre les libertés. Bon, vous connaissez sans doute pas encore les référés à l'époque. On se sert de cette formule, disons que c'est un moyen pour le publiciste de marquer un point contre le privatiste. Vous avez bien compris que le caractère efficace et pratique attaché à l'époque au recours pour excès de pouvoir était obtenu par la destruction totale de l'acte illégal suite à la décision du juge administratif. L'acte disparaissait totalement et pour l'avenir et pour le passé. On a pu parler ainsi, à propos du recours pour excès de pouvoir, de recours guillotine. Un certain nombre de dizaines d'années après, Jean Rivero, dans ce célèbre article sur le Huron au Palais Royal, avait rapproché ce recours guillotine de la règle selon laquelle le juge administratif s'interdit d'adresser des injonctions à l'administration. Évidemment, c'est en raison de cette règle que le juge administratif est certainement limité pour adopter une politique juridictionnelle personnelle à l'égard de l'administration et de ses actes. Dans ces conditions, il fallait au minimum que la sanction délivrée par le juge soit automatique et radicale. Bien aujourd'hui, la justice administrative, comme le service public, n'échappe pas au culte de l'efficacité et des irrégularités commises par l'administration, car le juge peut ne pas les voir, ou il peut les voir, mais ne pas leur attacher les sanctions habituelles. J'aurais envie de faire un parallèle avec les lois du sport, notamment celles du rugby, qui, définies par les anglo-saxons, apparaîtront encore plus savantes et plus obscures que celles du contentieux administratif. On sait que dans les lois du rugby, toutes les irrégularités ne sont pas sanctionnées par l'arbitre sur le terrain. Il détruirait le jeu de cette manière. La règle du hors-jeu passif. Le hors-jeu n'est pas forcément sifflé s'il ne perturbe pas la défense de l'équipe adverse. Il y aurait plus de mal que de bien à siffler le hors-jeu dans ces conditions. L'autre règle, encore plus connue, la règle de l'avantage, la faute de l'adversaire. La faute de l'adversaire, elle ne sera pas sifflée si l'autre équipe se trouve en position favorable sur le terrain. Parce que siffler serait interrompre la partie et faire perdre à l'autre équipe sa position d'avantage. C'est peut-être qu'un clin d'œil, mais il y a peut-être dans la société, dans les différents registres normatifs, des lois qui se rejoignent. Et ici, elles se rejoignent autour d'une sorte de théorie des baïonnettes intelligentes. Alors voilà, c'est par ce parallèle que je voulais débuter cette table ronde avant que les orateurs rentrent dans des questions plus sérieuses que ma présentation ne le laisserait supposer. Je vais donc passer la parole au premier orateur, le vice-président Antoine Duruc de Baleine, au propos donc à propos de cette question de l'illégalité dépourvue de sanctions. Merci, monsieur le professeur. Bien, Voltaire écrivait de longues lettres parce qu'il n'avait pas le temps d'en faire des courtes, disait-il. Je vais essayer de rester quand même dans le temps qui m'est imparti d'à peu près un quart d'heure, c'est ça? Un quart d'heure, 20 minutes? 20 minutes. D'accord. Je vais vous parler de trois institutions qui sont très présentes dans l'exercice de l'office du juge, pas seulement de l'excès de pouvoir, mais du juge de l'annulation. Je fais partie, à vrai dire, de ceux qui pensent aujourd'hui que la summa divisio n'est plus entre l'excès de pouvoir et le plein contentieux, mais bien entre le contentieux des actes
et le contentieux des droits, pour faire court. Bien. Et je vais vous parler de 3 institutions très présentes dans l'exercice quotidien, pluriquotidien même de cela, que sont ce qu'on appelle la neutralisation de motifs, la substitution de base légale ou la substitution de motifs. Lorsque le juge administratif neutralise un motif de l'acte administratif, lorsqu'il substitue à la base légale que l'auteur de l'acte a retenu une autre base légale ou à un motif que cet auteur a donné à l'acte un autre motif, peut-on dire que dans tous ces cas, le juge constate une illégalité sans la sanctionner? On est en présence d'une illégalité sans l'annulation, comme écrivait le professeur Seyé dans un article publié dans l'actualité juridique ou administrative en 2004, dont on retrouve la teneur de l'ouvrage de contentieux administratif dont il est le co-auteur, en particulier avec le président Guillaumard. Alors, eh bien, en réalité, si on envisage le contentieux de l'annulation, d'excès de pouvoir ou les autres pleins contentieux objectifs également, eh bien, finalement, la réponse, elle est plutôt négative, puisque tout le propos de ces raisonnements logiques, est bien à l'issue d'un syllogisme, de parvenir à une conclusion que, finalement, l'acte n'est pas illégal. Donc, il n'y a pas à sanctionner une illégalité qui n'existe pas, ou plutôt qui n'existe plus. Alors, au regard de cela, ces 3 aspects assez techniques, mais importants, l'office du juge de l'annulation, singulièrement le juge d'excès de pouvoir, a-t-il bien été renouvelé? Je crois que oui, mais sur une période si longue qu'il devient difficile de parler d'un renouvellement. J'ai plus de goût personnellement pour les généalogies historiques que pour la revue d'actualité focalisée sur la dernière décision de section, le dernier arrêt d'assemblée. Pour appréhender ce qu'est l'évolution de l'office du juge de l'excès de pouvoir, il faut le faire sur le temps long. 30 ans, oui, plus que ça, à mon avis, même plus que ça. Parce que je crois, pour ma part, que, et je reprends là une expression que j'aime bien, qu'on trouve dans les conclusions de M. Polge, qui est rapporteur public au Conseil d'État, sous un avis de section Rollet de 2019, la jurisprudence du Conseil d'État est très imprégnée de ce qu'il appelle l'herméneutique de la continuité. Bien. Alors ensuite, ces 3 outils que sont la neutralisation de motifs, la substitution de base légale, la substitution de motifs, relèvent-ils bien de la régularisation de l'acte? Pas vraiment non plus, puisque finalement, il s'agit, in fine, de dire que l'acte n'est pas irrégulier, donc il n'a rien à régulariser. Ça relève bien en réalité, on peut le lire sous la plume par exemple de Jean-Claude Bonichot, ou des chroniqueurs autorisés à la GDA sous la CFDT Finance en 2018, mesdames Roussel et Nicolas, de techniques de réflexion et de validation de l'acte en temps réel contentieux. Le juge en particulier n'a pas besoin de surseoir à statuer à un quelconque titre. Une seule instance va suffire à vider le litige. Il s'agit effectivement de valider l'acte en dépit d'un ou plusieurs de ces motifs erronés en droit ou en fait. Je ne parlerai pas exactement de réformation de l'acte, puisque l'acte, c'est ce qu'il décide. Or, à l'issue du procès devant le juge administratif, lorsque ces techniques sont mises en œuvre, eh bien, l'acte, il est bien finalement identique à ce qu'il était au début, donc il n'est pas réformé. Il n'est pas réformé comme il l'est, par exemple, en présence d'une annulation partielle en particulier. Même une annulation partielle en creux, en tant que de pas. Alors, si la jurisprudence du Conseil d'État a franchi ces outils qui sont la neutralisation de motifs, l'action de base légale, l'action de motifs, c'est bien sûr parce qu'il s'agit pour le juge administratif d'exercer sa fonction qui est de trancher des litiges, mais pas de prononcer des annulations des doctrinales, parce qu'à chaque fois que le juge fait cela, il fait un pari consistant à dire si je ne le fais pas, alors je vais annuler une décision, mais dans la foulée, je vais en avoir une identique après. Et c'est effectivement une certitude, une quasi-certitude, certitude raisonnable. Et donc, ce sera reculé pour mieux sauter, et mon annulation ne servira à rien. Et je crois que ça correspond effectivement à la réalité. Or, l'office du juge n'est pas de faire de la doctrine. Historiquement, c'est en fait la substitution de base légale qui a le privilège de la primogéniture. Et sa théorie en a été faite pour l'essentiel très bien dans des conclusions de Pierre Josse, sous une décision OJ en 1934. Ou à vrai dire, quand on lit les conclusions, la décision elle-même n'est pas très intéressante, c'est des conclusions qui sont plus intéressantes. Aussi bien dans les conclusions de Josse que dans la décision, il est question que de substitution de motif, alors qu'en fait, il s'agit bien d'une authentique substitution de base légale qui est en cause, et c'est pas la même chose. Mais alors, il est quand même plus logique d'évoquer déjà la technique dite de la neutralisation de motif, parce qu'elle est logiquement première, puisque c'est une validation de l'acte qui est endogène. Il s'agit de valider la légalité interne de ce que décide une décision de l'administration,
seulement au regard de la manière dont cette décision dit qu'elle le décide. D'accord? Et l'article de code sur cette question, en quelque sorte, bien entendu, c'est la décision ministre de l'économie et des finances contre Dame Perrot du 12 janvier 1968. Alors, c'est une jurisprudence qui implique, mais aussi, avec la jurisprudence sur la substitution de motifs, c'est une jurisprudence qui implique évidemment que le juge empiète sur un pouvoir d'appréciation propre de l'administration. Et cette question du degré jusqu'auquel, enfin du point jusqu'auquel le juge administratif peut se permettre d'empiéter sur le pouvoir d'appréciation de l'administration. C'est la question du pouvoir discrétionnaire, c'est une question absolument centrale en réalité. Cette jurisprudence, donc, ne s'est pas faite en un jour. La vérité, c'est que vous avez des réjouissantes conclusions de Jean Kahn, du président Kahn, sous un arrêt d'Assemblée Leluc en 1969. Il faut lire les conclusions du président Kahn, c'est assez réjouissant. C'est lui qui était commissaire sous l'arrêt Perron déjà. Il relève que dans un premier temps, 1968 et 1969, eh bien, le Conseil d'État avait consciencieusement ignoré dans certaines de ses décisions cette nouvelle jurisprudence Perron sur la neutralisation de motifs à plusieurs reprises. Il a fallu plusieurs décisions, effectivement, notamment cette décision d'Assemblée de 1969, pour permettre en quelque sorte son acclimatation, son acceptation, je pense. Je fais un parallèle sur ce point peut-être avec la réception et l'acclimatation des juridictions, en tout cas des juridictions du fond, la jurisprudence d'Antony, qui, comme Rome, ne s'est pas faite tout à fait en un seul jour. Hein. La jurisprudence d'Antony, dans un premier temps, ça a soulevé des réticences. Hein. Il a fallu un peu de temps. Il a soulevé des réticences au sein des tribunaux et des cours. Peut-être même qu'au Conseil d'État, ça a soulevé des réticences. Mais maintenant, c'est bien assimilé. Cette jurisprudence, Dame Perrot, elle est d'application quotidienne. Elle est très bien assimilée par les tribunaux et les cours. On dit même qu'on fait du Dame Perrot, c'est tout juste si on ne Dame Perrotise pas, comme on ferait du Dantoni, qu'on va dantoniser. Voilà, un jour, on nous fera une biographie dans une revue juridique de Madame Perrot, je ne connais même pas son prénom, comme on nous a fait une biographie d'Agnès Blanco il n'y a pas très longtemps, dans les colonnes d'une revue bien connue des publicistes. Bien. Et il y avait une jurisprudence antérieure qui est souvent située par une décision de 1948 qui s'appelle Canavaggia, mais c'était la distinction entre les motifs dits déterminants et les motifs surabondants. Et comme le juge administratif s'interdisait d'empiéter sur le pouvoir d'appréciation de l'administration, il partait du postulat que tout motif était déterminant finalement. Ce qui fait que on avait une solution finalement, le mauvais motif de la décision de l'administration chassait le bon, le cas échéant, susceptible de neutraliser le mauvais motif, mais à condition que le juge accepte de faire ce travail d'empiètement sur le pouvoir d'appréciation de l'administration qui se refusait alors à faire. Et alors, là, le changement a été très clair avec cette jurisprudence Perrot, parce qu'effectivement, je dirais peut-être pas dans l'immense majorité des cas, mais dans la très grande majorité des cas, la conclusion de la mise en œuvre de la jurisprudence Perrot, c'est bien qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le bon motif. Et on écarte le mauvais. Concrètement, dans la très grande majorité, je n'ai pas de statistiques à vous fournir, mais dans la très grande majorité des cas, c'est ça. Hein. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Et mieux, la jurisprudence Perrot, elle est même très économique, parce que bien souvent, le juge, y compris le Conseil d'État, il y a pas mal d'illustrations dans la réponse du Conseil d'État, va en quelque sorte au plus court. C'est-à-dire qu'il va faire un raisonnement consistant à dire que, à supposer même que tel motif que l'on trouve dans les décisions ne pourrait justifier légalement cette décision, donc à supposer même, se positionnons pas, eh bien tel autre motif que l'on y trouve également la justifie légalement. Et il résulte l'instruction que l'administration aurait pris la même décision. Donc on ne se prononce même pas sur le ou les motifs arrivés d'être erronés. D'accord? On ne se positionne pas dessus. Raisonnement en tout état de cause. En tout état de cause. Et pas mal de décisions du Conseil d'État qui sont sur ce mode, et alors plein de jugements des tribunaux et pas mal d'arrêts de cour également. Et alors, j'entends la petite musique, évidemment, depuis longtemps maintenant sur l'érosion progressive, parfois dite progressiste, de la distinction dans le contentieux des actes entre l'excès de pouvoir et le plein contentieux, et notamment un des marqueurs, ce serait plus le juge se substitue à l'administration, plus ce serait un marqueur de la substitution du plein contentieux, du contentieux de pleine juridiction, à l'excès de pouvoir. Et dans une partie de la doctrine, plutôt universitaire qu'organique, cet effacement est
effectivement présenté comme étant en quelque sorte nécessairement un progrès. Eh bien, avec cette jurisprudence Perron, le juge, dans une certaine mesure, effectivement, se substitue à l'administration et le résultat concret, dans la très grande majorité des cas, c'est la validation de la décision de l'administration, donc son rejet. Donc je me pose une question un peu provocatrice. Le rejet est-il le progrès? Le progrès en question en est-il bien un? Et puis, est-ce bien le bon angle d'analyse que de se demander si on est en présence d'un progrès ou pas d'un progrès? Bien. Ensuite, en 1970, pas du tout. Dans l'édition de 1970, Audin, il faut relire Audin, je relis souvent Audin, écrit que lorsque le juge de l'excès de pouvoir se trouve en présence de décisions que l'administration était compétente pour prendre, qu'elle a prises dans des formes régulières, mais en se trompant sur le fondement légal à leur donner, par exemple en invoquant un texte autre que celui lui conférant le droit de prendre les décisions litigieuses, il n'y a vraiment aucune raison pour que le juge ne substitue pas un fondement juridique correct à celui que l'autorité qualifiée a cru à tort pouvoir retenir. C'est la situation de base légale. L'article de code, cette fois, contemporain, c'est la décision de section, préfet de la Seine-Maritime, contre El Bailly de décembre 2003. Elle gouverne l'office du juge administratif. L'office du juge administratif... Ah oui, pour tes déchets. Certainement. Ça va aller. D'accord. L'office du juge administratif, peut-être le moment d'essayer de définir un peu ce que ça peut être, l'office du juge administratif. Moi, je crois que c'est un ensemble de pouvoirs et de devoirs permettant de déterminer ce qu'est au juste sa fonction juridictionnelle et de connaître le régime de son exercice. C'est le régime qui permet de connaître la notion, parce que ce n'est pas une institution naturelle, bien entendu, ce n'est pas du droit naturel. Donc, un ensemble de pouvoirs et de devoirs permettant de déterminer ce qui est au juste la fonction juridictionnelle du juge administratif et de connaître le régime de son exercice, et ainsi de la distinguer des fonctions des autres organes de l'État dont son juge fait partie. Le juge administratif, c'est un organe de l'État. Il est dans un concert d'institutions. C'est vrai pour le juge d'excès de pouvoir, l'office du juge d'excès de pouvoir, c'est vrai aussi pour l'office du juge de plein contentieux d'annulation, celui du juge des référés également, puisque la situation de base légale existe évidemment dans ces trois contentieux, et aussi dans le contentieux fiscal avec des modalités quand même assez différentes. Alors, c'est très différent évidemment de la neutralisation de motifs, puisque c'est une validation exogène de la décision de l'administration. Il s'agit de la fonder sur une base légale qui n'est pas celle dont elle fait état. Donc on importe quelque chose dans le procès. L'auteur de l'acte peut revendiquer bien entendu le bénéfice de substitution de base légale, en première instance comme on appelle. Je pense aussi que d'autres parties au procès que l'auteur de l'acte peuvent revendiquer la substitution de base légale. Mais le juge peut, et peut-être même doit, relever d'office la bonne base légale, pour autant du moins évidemment que le dossier lui montre que le cas dont il a à connaître rentre dans la base légale de substitution. Elle doit être soumise au contradictoire, mais c'est très intéressant, nous dit la jurisprudence du Conseil d'État, non pas parce que ce faisant, le juge relèverait d'office un moyen d'ordre public, quoiqu'en vérité, on y en a quand même très près, mais au simple nom du contradictoire, pas par application du fameux article R611-7 du Code de justice administrative. Et là encore, on peut aller au plus court. Le juge peut procéder à une institution de base légale sans se prononcer sur la base légale initialement retenue, en tout état de cause. Vous avez des illustrations de ça dans la jurisprudence du Conseil d'État. Vous avez une autre validation exogène de l'acte, c'est la question de motif, qui consiste à remplacer le motif erroné d'une décision administrative par un autre motif propre à la justifier légalement. En fait, c'est exactement le même cheminement intellectuel qu'avec la jurisprudence Perron de 1968, mais avec donc le produit d'importation, cette fois, qui est le nouveau motif. Et l'article de code, le troisième, c'est bien sûr la décision de section Halal du 6 février 2004. Alors, pour effectivement le contentieux de l'excès de pouvoir, mais en réalité, là encore, sans vouloir refaire l'histoire du cheminement progressif de la jurisprudence du Conseil d'État vers l'admission de la substitution de motif, depuis en particulier un refus de principe qui avait été exprimé en 1976 dans un arrêt URSSAF du Jura, dont les plus de 40 ans se souviennent, sur conclusion contraire d'ailleurs à l'époque du commissaire du gouvernement. Eh bien, en fait, le revirement, si j'ose dire, a commencé avant cet arrêt halal de 2004, dans un contentieux de pleine juridiction, une sanction pécuniaire, dans une décision Air France en 2001, une décision de section du 23 novembre 2001, sur un contentieux d'une sanction pécuniaire, qui était un contentieux de pleine juridiction, avant même la jurisprudence Atome de 2009. Et comme on voit d'ailleurs que la commissaire du gouvernement dans cette affaire en 2001 était déjà celle qui a conclu dans l'affaire Halal en 2004, c'est la présidente de Silva, eh bien,
on voit finalement que de ce contentieux très spécifique de pleine juridiction, déjà à l'époque en 2001, à suite de l'excès de pouvoir avec l'arrêt halal de 2004, eh bien, le chemin a été tout tracé. Alors, la grande différence entre la question de base légale et la question de motif, c'est que le juge ne peut se livrer d'office à une question de motif. Quand bien même, d'ailleurs, la possibilité, le bien fondé en ressortirait du dossier. Parce qu'on voit comme ça des espèces. On se dit, bah tiens, l'administration n'invoque pas un autre motif. Pourtant, on voit bien au dossier qu'elle pourrait le faire. Elle ne le fait pas. Écoutez, il peut y avoir des considérations d'opportunité qui la conduisent à ne pas vouloir le faire. Bien. Et la jurisprudence nous dit, c'est très intéressant, ça d'ailleurs, que la suite de motif ne peut être demandée que par l'auteur de l'acte. L'auteur de l'acte. Vous avez une jurisprudence plus 10 de 2014 là-dessus aux tables de recueil, mais non par une autre partie au procès, parce que vous avez des hypothèses de contentieux triangulaires, notamment sur des autorisations soumises à des obligations de motivation, où on pourrait imaginer, à vrai dire, que le bénéficiaire de l'acte vient de dire « Ah, mais moi, je vous demande une question de motif. » Eh bien, il n'est pas ressort à le faire. C'est une séduction tout à fait intéressante, qui est une belle illustration quand même de ce que, quoi qu'on en dise, le contentieux de l'annulation des actes, c'est quand même un procès fait un acte. Et comme explique très bien M. Keller, Rémi Keller, qui est conseiller d'État, dans ses conclusions sous la décision en question de 2014, la succession relève d'un processus d'opportunité administrative dans lequel les autres parties au procès, autres que l'administration, donc l'auteur de l'acte, n'ont pas leur place. Et alors, cette question de la succession de motifs offre récemment une bonne illustration de ce que j'appelle, c'est Nicolas Polge qui utilise cette expression, l'herméneutique de la continuité. Voyez ainsi tel texte, c'est l'article 424.3 du Code de l'urbanisme. Un texte qui oblige à motiver les refus d'autorisation d'urbanisme en indiquant l'intégralité des motifs justifiant le refus. C'est ce que dit la loi. On aurait pu en déduire que cela faisait obstacle à ce qu'en cas de contentieux, de contestation du refus devant le juge, l'administration, l'auteur de l'acte, puisse demander une succession de motifs. Est-ce que ce ne serait pas un moyen de contourner à trop bon compte cette exigence législative? Bien. Mais non. Parce que raisonner ainsi, ça aurait risqué d'ouvrir la possibilité, en cas d'annulation d'un refus après censure de tous les motifs figurant dans le refus conformément à cette loi, eh bien, de conduire à un nouveau refus pour d'autres motifs, en définitive. Et c'est pour ça que la jurisprudence du Conseil d'État, confirmant d'ailleurs les solutions qui avaient été déjà retenues par les juges du fond sur ce genre de question, a retenu qu'en dépit peut-être des apparences, eh bien, ce texte ne fait pas obstacle à ce que soit demandé une succession de motifs à l'occasion d'un recours contre un refus d'autorisation d'urbanisme supposément intégralement motivé. C'est une décision du 25 mai 2018, préfet des Yvelines. L'objet étant d'assurer l'efficacité de la décision du juge pour aboutir à un résultat où le juge pourra ordonner la délivrance de l'autorisation d'urbanisme et simplement un réexamen qui conduirait sans doute à un nouveau refus. D'accord? Donc il s'agit vraiment d'épuiser le débat sur le droit ou non du pétitionnaire de se voir délivrer l'autorisation qu'on lui a refusée. Bien. La jurisprudence récente également a dit que la question de motif, c'est à vrai dire déjà dans la jurisprudence halal, doit être expressément demandée par l'administration, mais en ce sens qu'il faut et qu'il suffit qu'elle fasse valoir devant le juge que tel autre motif est propre à justifier légalement sa décision. Il n'y a pas besoin qu'elle rajoute « et je vous demande de substituer ce motif à celui erroné qui figure dans ma décision, si du moins vous le trouvez erroné ». Vous avez une jurisprudence très récente, à vrai dire, là-dessus, en 2021. Alors ça n'allait pas de soi parce que, par exemple, une décision de la deuxième sous-section jugeant seul en 2014 avait dit le contraire, une décision inédite et enfouie que tout le monde a oublié et qu'il faut oublier. Et oui, on voit même des cas dans la pratique des tribunaux où une substitution de motif demandée au juge va permettre de sauver une décision fondée sur plusieurs motifs dont l'un est erroné, mais que la neutralisation de motifs d'Ampero ne permettrait pas nécessairement de valider. Et finalement, donc, vous avez la validation exogène par la substitution de motifs qui va succéder à l'absence de validation endogène au moyen de la mobilisation de la jurisprudence Perron. Bien. Alors, de ces trois institutions, neutralisation de motifs, j'appelle des institutions jurisprudentielles, substitution de base légale, substitution de motifs, alors les deux les plus usuellement utilisés sont la première et la troisième quand même. La substitution de base légale, c'est pas évident, évidemment il faut soulever d'office, quand évidemment l'auteur de l'acte ne la revendique pas, bien entendu. Alors, c'est des institutions très assimilées. Il demeure quand même quelques aspérités qui affectent la substitution de base légale et la substitution de motif. En fait, la première, mais ce n'est pas très étonnant,
pour des choses qui ont été construites en définissant plus leur régime qu'en s'attachant à une définition très stricte des notions. C'est la définition même, finalement, de la situation de base légale et où passe exactement la frontière entre la situation de base légale et la situation de motif. Dans la doctrine organique comme universitaire, j'entends par doctrine organique celle des membres de la juridiction administrative, la situation de base légale est parfois caractérisée comme étant la situation d'un motif de droit à un autre, comme la situation de motif, comme si la situation de motif ne pouvait concerner qu'un motif de fait, ce qui n'est pas le cas, ou encore la situation d'un fondement légal à un autre. Ce n'est pas entièrement clair. En réalité, en principe, la situation de base légale, ça met en cause le champ d'application de la loi. Il s'agit de permettre au juge de corriger l'erreur de droit commise par l'administration qui s'est fondée sur un texte qui n'était pas applicable à la situation qu'elle a traitée par sa décision. Alors qu'il ressort du dossier que la situation de fait relève du champ d'application de tel autre texte. Et c'est bien parce qu'est en cause le champ d'application de la loi que la jurisprudence nous dit alors que le juge peut relever d'office qu'il y a lieu à une substitution de base légale, parce que s'il ne le fait pas, il va lui-même méconnaître le champ d'application de la base légale de substitution, le champ d'application de la loi. Et c'est vraiment la définition par excellence du moyen d'ordre public qui est la méconnaissance du champ d'application de la loi, de la norme. Alors, et donc, c'est un moyen d'ordre public. Mais alors, ce qui est un peu curieux, c'est que la jurisprudence retient en principe également que le juge peut effectuer une substitution de base légale, qu'il n'est pas tenu de le faire, il n'en a pas l'obligation. C'est un peu curieux, à mes yeux du moins, je l'avoue, parce que si le juge peut s'abstenir de faire rentrer la situation de fait dont il a à connaître dans le champ d'application de la bonne règle, ne méconnaît-il pas, ce faisant nécessairement, le champ d'application de la règle, de la bonne règle. Et d'ailleurs, je pourrais vous citer telle jurisprudence de 2014 qui est ainsi faite du Conseil d'État, qui repose nécessairement sur un présupposé sur lequel, eh bien, finalement, l'institution de base légale est une obligation et non une faculté. Et effectivement, dans les décisions du Conseil d'État, mais aussi les déclinaisons, si j'ose dire, par les tribunaux et les cours, l'énorme majorité des hypothèses de substitution de base légale que l'on rencontre mettent bien en cause le champ d'application de la loi, même si on trouve effectivement quelques exceptions. Mais on se demande parfois s'il n'y a pas un peu d'une confusion entre la question de base légale et la question de motif. Il y a une seconde aspérité également qui n'est pas entièrement résolue, mais c'est normal, tout n'est pas lisse. Ça concerne le régime de la question de motif. La jurisprudence, de même, halal, retient que même si toutes les conditions en sont remplies, le juge n'est pas tenu de faire droit à une demande de substitution de motif. Ça me fait penser à une jurisprudence sans doute un peu caduque aujourd'hui à propos du référé suspension qui disait, l'écho d'une jurisprudence de 1976, que même quand toutes les conditions du référé suspension sont remplies, le juge n'est pas obligé de faire droit à la demande de référé suspension. Alors, cette jurisprudence est sans doute caduque, elle a été remplacée par une autre où le débat se déplace sur la question de l'urgence. Bon, jurisprudence qui a ceci d'intéressant, c'est que la jurisprudence du Conseil d'État, elle est illustrée à ma connaissance par une décision qui est celle qui l'énonce. Je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Mais bon. Alors, mais en matière de substitution de motif, donc le juge, dit la jurisprudence, ne doit pas, si toutes les conditions sont remplies, il peut, mais il n'est pas obligé. Faut-il en déduire que le juge aurait en quelque sorte une marge de pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité de pratiquer ou non une substitution de motif? C'est pas évident, parce que pour ma part, je ne vois pas très bien en fonction de quoi une telle faculté pourrait s'exercer. Et j'ai un petit peu de peine à imaginer un tribunal administratif qui viendrait répondre que certes, toutes les conditions de la substitution de motif, telles que posées par la jurisprudence du Conseil d'État, sont réunies, mais que néanmoins, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de substitution de motif. Mais quelles circonstances dans ce cas-là? Il faut bien, dans ce cas-là, les expliquer. On ne peut pas statuer sur une telle question comme on statuerait, par exemple, sur une question plus vulgaire, entre guillemets, de phrase répétible. Et puis, réflexion simple. Imaginons qu'un tribunal dise que toutes les conditions de la substitution de motif sont remplies, mais néanmoins, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce où il n'y a pas lieu. Et qu'il ait fait appel et que le juge d'appel, lui, il vient dire le contraire. Il dit si, il y a lieu. Et il infirme la décision des premiers juges. Il s'en déduit que le premier juge aurait dû. Donc, il a méconnu une obligation qui s'imposait à lui. Donc, il n'avait pas de faculté. Voilà, c'est une petite réflexion que je vous livre. À vrai dire, cette histoire de la faculté de procéder à une substitution de motif me paraît un petit peu illusoire. Alors, pour finir mon propos, puisqu'il est devenu usuel de dire, de croire que le contentieux de l'excès de pouvoir et le plein contentieux objectif de l'annulation sont en train de se rapprocher au point de se fondre et qu'on ne sait plus très bien comment les distinguer, mais c'est vrai, on ne sait plus très bien comment les distinguer. Bien sûr, quand vous lisez, par exemple, bien sûr, la jurisprudence Association des avocats Helena France, oui, je suis d'accord, ça devient difficile.
Il serait très intéressant d'aller voir comment le juge du plein contentieux subjectif de la responsabilité recourt lui aussi à ces instruments que sont la neutralisation et surtout la substitution de base légale ou de motif. Car il y recourt lui aussi, mais dans des conditions différentes de celui du juge de l'annulation des actes, de celui du juge du contentieux des actes. Et pour tout vous dire, il y recourt même au besoin en ayant recours à un outil intellectuel franchement audacieux, qui est tout simplement la résurrection de l'acte administratif pourtant annulé par son collègue de l'acte de l'annulation, mais finalement corrigé au moyen du recours à une substitution ou à une neutralisation. Mais ceci, c'est en fait une autre histoire. Je pourrais vous en parler si vous voulez, puisque c'est la première édition des rencontres nantaises du droit public. À l'occasion d'une autre édition, je pourrais vous parler de comment ça marche dans le contentieux de la responsabilité de l'administration. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre exposé tout à fait approfondi et de surcroît vivant. Je vais passer la parole au deuxième orateur. Je pense qu'on réserve les questions pour la fin. Et à Maître Claire Gallois, du barreau de Nantes. Ainsi que ça a été rappelé en introduction, notre table ronde est consacrée à ces cas très particuliers où une illégalité existe. Il y a une illégalité, elle est constatée par le juge et pourtant, elle n'est pas sanctionnée et notamment, elle ne va pas entraîner l'annulation de l'acte réglementaire concerné par cette illégalité. Alors, il existe plusieurs mécanismes pour éviter effectivement aboutir à cette situation d'évitement, notamment de l'annulation. On vient de le voir avec le mécanisme de neutralisation ou de substitution. On le verra sans doute tout à l'heure avec l'intervention de M. Dumont. Il existe un autre mécanisme qui consiste à regarder les effets de l'illégalité sur la décision finale, en regardant notamment si ça a privé le requérant d'une garantie ou si ça a eu une incidence sur le sens de la décision finale. Donc, c'est la jurisprudence d'Anthony, il en sera question tout à l'heure. Ces deux mécanismes sont fréquemment et généralement invoqués dans le cadre de l'action exercée par voie directe contre l'acte qui est concerné. Moi, je vais vous parler plutôt, je vais m'inscrire dans deux mécanismes un petit peu différents qui sont l'exception d'illégalité et la demande de dérogation. Ils sont des dispositifs qui permettent en quelque sorte d'opérer une session de rattrapage quand l'acte réglementaire n'a pas été attaqué dans le délai classiquement de 2 mois, ou bien que le recours en annulation n'a pas fonctionné. À ce moment-là, peut-être que l'acte réglementaire sera évoqué soit par la voie de l'exception d'illégalité, soit son abrogation sera directement demandée ultérieurement. On va donc voir que dans ces deux cadres, l'exception d'illégalité et la demande d'abrogation, le juge évite de tirer les conséquences de l'illégalité qu'il a repérée. Quand je parle des illégalités, vous allez voir que l'essentiel de mon propos concernera surtout les vices de légalité externe, à savoir les vices de procédure et les vices de forme. Et j'évoquerai tout à fait à la fin de mon propos néanmoins le fait que ce mécanisme d'évitement de l'annulation commence à entacher aussi certains vices de légalité interne. Donc, je vais concentrer mon propos sur les vices de légalité externe et je vais vous parler donc de l'exception d'illégalité et de la demande d'abrogation en traitant d'abord du contentieux administratif général avant d'évoquer ensuite le contentieux spécifique de l'urbanisme. Donc, en matière du contentieux administratif général, la décision relativement tonitruante qui est intervenue est l'arrêt du Conseil d'État du 18 mai 2018, CFDT Finance. C'est une décision qui a été rendue concernant un décret qui avait été adopté par le Premier ministre. La CFDT avait dans un premier temps, par la voie de l'action directe, demandé l'annulation de ce décret. Elle invoquait uniquement des vices de fond et son recours n'a pas abouti.
Et ultérieurement, évidemment non contente de cette décision, la CFDT a demandé ensuite l'abrogation de ce décret. Et à l'occasion de cette demande d'abrogation, elle a soulevé des moyens qu'elle n'avait pas soulevés par la voie d'action directe. Elle a évoqué 2 vices, qui sont donc des vices de forme et de procédure. L'un qui concernait le fait qu'une commission n'avait pas été régulièrement consultée, et un second vice qui était que le décret en définitive qui avait été adopté ne correspondait pas à ce qui avait été présenté au Conseil d'État. Et donc, on est bien sur des vices de forme, de procédure, et le Conseil d'État devait donc se prononcer sur le fait que ces vices pouvaient éventuellement justifier l'abrogation du décret. Et le Conseil d'État a rendu une jurisprudence assez fracassante puisque il a complètement fermé la porte à la recevabilité d'un tel recours en disant ces vices de forme, ces vices de procédure ne peuvent pas être invoqués à l'occasion d'une demande d'abrogation. Et il a élargi, en fait, la demande concernait que la demande d'abrogation, mais il en a profité pour inclure dans sa décision également l'exception d'illégalité. Donc, il a clairement dit, eh bien, non, quand on cherche à faire valoir une exception d'illégalité ou quand on demande l'abrogation d'un acte réglementaire, eh bien, ce n'est pas possible du tout d'invoquer un vice de forme ou un vice de procédure. Alors, pourquoi est-ce que c'est une jurisprudence radicale? Alors, elle est radicale d'abord parce que, évidemment, elle opère un revirement de jurisprudence à 180 degrés, la logique étant plutôt d'accepter que la recevabilité des moyens et qu'un acte réglementaire puisse à tout moment et normalement pour nous tout motif être remis en cause s'il est illégal. Donc, c'est d'abord un revirement de jurisprudence et surtout, c'est une jurisprudence qui est radicale en ce qu'elle ne prévoit aucun échappatoire. La porte est complètement fermée. On va le voir par comparaison avec le droit de l'urbanisme que je vais évoquer après, le contentieux de l'urbanisme. En contentieux de l'urbanisme, quand il y a un vice de forme ou de procédure qui est invoqué dans le cadre de l'exception d'illégalité, eh bien, il y a un délai de 6 mois par la voie de l'exception d'illégalité où le vice peut encore être invoqué. On dit, bon, pendant 6 mois, ce sera possible. Au-delà de 6 mois, dans le cadre de l'exception d'illégalité, ce sera plus possible d'invoquer un vice de forme ou de procédure. Mais pendant 6 mois, ce sera encore possible à compter de l'entrée en vigueur de l'acte. Et puis, on a aussi, dans le contentieux de l'urbanisme, une exception, enfin 2 exceptions qui permettent de dire, bon, ben, même au-delà du délai de 6 mois, pour les vices de forme et de procédure particulièrement importants, j'y reviendrai tout à l'heure, eh bien, c'est encore possible, on retrouve un principe de perpétuité de l'action par voie d'exception. Et donc, et puis, c'est radical également parce que le Conseil d'État ne dit pas non plus, n'offre pas la possibilité d'apprécier l'incidence de l'illégalité sur la décision finale. Par comparaison avec Danthony, qui sera évoqué tout à l'heure, quand il s'agit d'une demande d'abrogation ou d'une exception d'illégalité, le juge administratif ne dit pas « Ah, bah, je vais regarder quand même si ces vices de forme ou de procédure ont éventuellement eu une incidence sur la décision finale ou bien ont privé le requérant d'une certaine garantie et puis en fonction de ça, bah, je verrai si effectivement le vice est opérant ou pas. » Non, non. Dans cet arrêt CFDT Finance, qui s'applique donc au contentieux général, la porte est complètement et définitivement fermée. Donc, c'est une jurisprudence extrêmement sévère. Alors, je vais en venir maintenant au contentieux de l'urbanisme pour établir un parallèle, et puis parce que c'est une matière, évidemment, qui a des spécificités dans le contentieux. Je vais évoquer l'article L600-1 du Code de l'urbanisme, alors que, évidemment, on connaît tous ici, je rappelle très brièvement. Donc, cet article L601 qui dit que les vices de forme ou de procédure ne peuvent plus être invoqués par voie d'exception, passer un délai de 6 mois, sauf si c'est un vice qui affecte l'enquête publique ou l'absence de rapport de présentation ou de documents graphiques. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fin de compte, on a une exception d'illégalité en droit de l'urbanisme qui reste davantage ouverte qu'en contentieux administratif général, puisqu'on voit bien l'exception d'illégalité, elle est ouverte encore
pendant un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de l'acte. Et on dit, pour 2 vices de forme et de procédure particulièrement importants, qui sont ceux qui affectent l'enquête publique et ceux qui relèvent de l'absence de certains documents, eh bien, dans ce cadre-là, ces 2 vices-là, eux, retrouvent le principe de perpétuité et peuvent continuer à être invoqués à tout moment par la voie de l'exception d'illégalité. Alors, la question qui se pose, c'est l'articulation entre la jurisprudence CFDT Finance et cet article L600-1. Alors, cette articulation, elle a été établie par un arrêt du Conseil d'État du 24 mars 2021. Le positionnement du problème était le suivant. Un requérant demandait l'abrogation d'un PLU au motif que le dossier d'enquête publique ne contenait pas toutes les pièces requises. Et donc, de 2 choses l'une. Soit effectivement, on raisonnait en faisant application de la jurisprudence CFDT Finance, et donc la jurisprudence CFDT Finance, vous avez compris, elle a fermé complètement la porte. Donc là, on était sur un vice effectivement de procédure, et donc application de la jurisprudence CFDT Finance, un vice de procédure, c'est pas invocable à l'occasion d'une demande d'abrogation. Soit on essayait de raisonner par analogie avec l'article L600-1 qui dit oui, mais enfin quand même, quand ça concerne l'enquête publique, c'est certes un vice de procédure, mais enfin c'est un vice tellement important qu'il peut être encore invoqué à tout moment par la voie de l'exception d'illégalité. Sauf que là, ce n'était pas l'exception d'illégalité, c'était une demande d'abrogation. Donc, est-ce qu'on faisait quand même une application par analogie ou pas de l'article L600-1 ? Alors, le Conseil d'État, donc dans cette décision du 24 mars 2021, a une application, une lecture extrêmement littérale de l'article L600-1, et il dit clairement, mais l'article L600-1, il vise l'exception d'illégalité. Il ne vise pas les demandes d'abrogation. Donc, par conséquent, s'il s'agit d'une demande d'abrogation, et c'était le cas, même si c'est pour un vice de légalité externe, vice de forme, vice de procédure, eh bien, ce n'est pas recevable et ça ne justifie pas la demande d'abrogation. Et donc, en conclusion, quand on est dans le cadre d'une demande d'abrogation d'un PLU, finalement, ne peuvent être invoqués que des moyens de légalité interne. Donc, voilà pour l'articulation entre la jurisprudence CFDT Finance et l'article L600-1. Je vous avais dit en introduction que je dirais aussi un mot sur les vices de légalité interne, qui commencent également à se trouver un petit peu contaminés, si on peut dire, par cette tendance aujourd'hui qui est effectivement d'accueillir de plus en plus restrictivement les vices. Alors, je vais rester dans le contentieux de l'urbanisme. On était dans une situation... alors, je reprends, excusez-moi. On était dans une situation donc, de demande d'exception d'illégalité dans la procédure d'élaboration d'un PLU, donc en évoquant la délibération initiale qui prescrivait l'élaboration du PLU. Donc vous savez, c'est cette délibération qui définit les objectifs et qui fixe les modalités de la concertation. Pendant très longtemps, sous l'empire de la jurisprudence commune Saint-Lunaire, qui datait de 2010, cette délibération initiale pouvait être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation contre la décision finale, celle qui approuvait le PLU. Concrètement, et il y a eu comme ça une quantité incroyable de PLU qui ont été annulés, l'idée était de dire je demande l'annulation du PLU parce que la délibération du tout début elle a fixé certes les objectifs de la concertation, mais de façon insuffisante, ou bien elle a fixé de façon insuffisante les objectifs de l'élaboration ou la révision du PLU. Alors, vous voyez bien que là, on n'est plus sur un vice
de légalité externe, on est sur un vice de légalité interne, ça concerne directement le contenu de la délibération et les modalités qu'elle a fixées, ou les objectifs qu'elle a fixés. Donc, pendant très longtemps, avec la jurisprudence Saint-Lunaire, eh bien, c'était possible justement de faire valoir cette insuffisance de modalité, cette insuffisance de contenu de la délibération initiale, et ça a entraîné l'annulation de nombreux PLU, jusqu'à une jurisprudence du Conseil d'État qui a opéré un revirement de jurisprudence, c'est l'arrêt du 5 mai 2017, commune de Saint-Bon-Tarentaise. Et à cette occasion-là, alors c'était par la voie de l'exception d'illégalité, évidemment, une demande concernant le PLU de la commune de Saint-Bon-Tarentaise. Le conseil municipal avait délibéré de façon relativement détaillée sur les modalités de la concertation, mais par contre, il s'était montré beaucoup moins prolixe en ce qui concernait les objectifs qui étaient poursuivis. Et donc, à cette occasion-là, le juge a dit, ben oui, bien sûr, il faut que les objectifs soient suffisamment définis, il faut bien entendu que les modalités de la concertation soient suffisamment définies, mais sauf que dans le cadre de l'exception d'illégalité, ce n'est plus possible de faire valoir cette insuffisance de la délibération initiale pour annuler la délibération finale. Donc, on est sur un revirement important de jurisprudence. Et surtout, ce qui est intéressant dans cet arrêt, c'est que le Conseil d'État s'est appuyé sur un texte, mais pas seulement. Alors, le texte, c'est évidemment celui de l'article L600-11 du Code de l'urbanisme. C'est l'article qui dit que les documents d'urbanisme ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation. Bon, ce faisant, le Conseil d'État a élargi pas seulement sur ce qui concernait la concertation, mais également donc les objectifs qui étaient poursuivis. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que le Conseil d'État, il s'est appuyé sur ce texte pour expliquer qu'on ne pouvait plus effectivement se fonder sur l'insuffisance de la délibération initiale, mais il a également, par une petite phrase, dit que c'était aussi au vu de l'objet et de la portée de cette délibération qui prescrivait l'élaboration du PLU. Alors, c'est intéressant de voir qu'il a noté cela parce qu'en fin de compte, la référence à la portée, ça renvoie probablement à l'incidence en définitive limitée des irrégularités sur la décision finale. Et on le retrouve, il y a une extension, on va dire, de la logique de l'arrêt de commune Saint-Bon-Tarentaise, une décision du 24 septembre 2021. Alors, on n'est plus tout à fait ni dans des vices de légalité externe, ni dans des vices de légalité interne. On est toujours dans la même logique d'une demande d'annulation d'un PLU. Et cette fois-ci, on n'invoque pas l'insuffisance du contenu de la délibération initiale. On dit c'était une délibération qui, en fait, n'avait pas fait l'objet des mesures de publicité. Et donc, la délibération, tout simplement, elle n'existait pas. Donc, on ne parle pas de vice de légalité interne ou externe. On dit elle n'existe pas. Et là encore, le Conseil d'État a dit, même si cette délibération finalement n'existe pas, eh bien, je n'en tiens pas compte et ça n'a pas d'incidence sur la validité du PLU final. Donc, on voit bien qu'on est toujours dans cette logique de limiter les incidences d'une irrégularité, voire même d'un défaut de publicité de la délibération initiale sur la délibération finale. Alors, tout ça, ça peut s'expliquer, en tout cas, c'était expliqué remarquablement bien par Monsieur Dutheillet de Lamotte dans ses conclusions, qui dit en fait, à la fin de la procédure, il n'en reste structurellement rien de la délibération initiale. Il dit aussi cette irrégularité du tout premier acte est structurellement sans influence sur le dernier, et c'est cette considération-là qui justifie l'inopérance du moyen tiré de son illégalité à l'appui d'un recours contre la délibération finale. Alors, je finirai mon propos en me permettant de donner mon point de vue. C'est vrai que pour tous les cabinets comme le nôtre, qui défendent beaucoup les collectivités, qui se trouvent donc très souvent en défense,
tout cet arsenal est extrêmement pratique et confortable. C'est bien évident qu'à chaque fois qu'effectivement un requérant va soulever un vice de forme, un vice de procédure, et ben on va pouvoir d'un côté soulever l'article L600-1 ou bien CFDT Finance. Et donc, c'est effectivement confortable. Mais au-delà de l'intérêt qu'on peut y trouver dans les dossiers, je pense que néanmoins, et ça a déjà été un petit peu dit en introduction, on est vraiment ici sur une application, enfin sur le principe de sécurité qui trouve tout son sens, parce que par définition, quand on est dans le cadre de l'exception d'illégalité, ou bien dans le cadre d'une demande de dérogation, on s'inscrit dans des temps longs. On vient effectivement exciper l'illégalité d'actes qui sont parfois des actes qui ont 5 ans, 10 ans, parfois plus encore, et qu'effectivement le principe de stabilité joue pleinement son rôle ici. La difficulté étant en plus, particulièrement en ce qui concerne les vices de forme et de procédure, sur des actes anciens, il y a un problème de preuve aussi, enfin très concrètement qui se présente, parce que quand effectivement il faut retrouver, est-ce que les convocations ont été convenablement faites, est-ce que la commission un tel a donné son avis dans le délai qui lui était imparti, est-ce qu'elle était régulièrement constituée. Quand ce sont des choses qui se sont passées parfois il y a 10 ans, c'est évidemment difficile d'apporter la preuve de ces éléments-là. C'est également une façon de lutter quand même contre l'effet platonique de ces décisions, puisque par exemple, dans le cadre d'une demande d'abrogation, quand il s'agit de régulariser, quand c'est un vice de forme ou de procédure qui est soulevé, on sait très bien que l'administration, en fin de compte, elle va reprendre exactement la même décision, elle va reprendre sa procédure, certes, elle sera tout à fait propre, mais à la fin, la décision finale, sur le fond, le contenu ne sera pas modifié. Et donc, est-ce que c'est effectivement utile d'engager une procédure qui va être longue, coûteuse en énergie, en temps, pour les finances publiques aussi. Et donc, c'est vrai que la sécurité juridique trouve vraiment un terrain de prédilection à ce sujet. L'idée, c'est qu'effectivement, on puisse faire sans doute prévaloir l'intérêt général, la stabilité par rapport au risque pour un simple vice de forme ou de procédure, effectivement, avec toutes les conséquences en cascade qui peuvent en découler. Voilà, j'ai fini mon propos. Merci infiniment pour votre propos qui était tout à fait intéressant. Troisième intervention, j'ai le plaisir de passer la parole à mon collègue, le professeur Gilles Dumont, de l'Université de Nantes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie également les organisateurs de ce colloque de m'y avoir convié, de m'avoir convié à y intervenir, ce qui me donne à la fois le plaisir de retrouver le président du Rue de Baleine, que j'ai fréquenté il y a de lointaines années lorsque nous participions ensemble à des leçons d'agrégation, et de retrouver également le président Stirn, que j'inflige, si l'on peut dire, à mes étudiants tous les ans en leur montrant, pour commencer le cours d'introduction au droit administratif, un petit film qui avait été tourné par le Conseil d'État, je crois en 1986 ou 87, qui est auditeur, je crois, à l'époque, et qui montre qu'un certain nombre de choses ont changé, mais pas tout non plus, qu'il y a une certaine stabilité aussi du côté du Conseil d'État. Dans l'articulation de cette table ronde, je vais donc, on me l'a dit à plusieurs reprises, aborder l'arrêt d'Antony à titre principal, c'est-à-dire la question de la neutralisation des illégalités dans le cadre du contentieux par voie d'action, et non pas par voie d'exception d'illégalité ou par le contentieux de l'abrogation. Dans l'exposé qui vient de Maître Gallois, était en cause principalement le principe de sécurité juridique, c'est-à-dire la question de l'équilibre entre la sécurité juridique, l'exigence de sécurité juridique et l'exigence du respect par l'administration de ses obligations légales, y compris de ses obligations procédurales. Et vous avez terminé votre propos par cet intérêt qu'il y a, non seulement pour les défenseurs de l'administration, mais l'intérêt qu'il y a aussi pour les justiciables,
à la conservation dans le temps d'effets de décisions administratives, quand bien même certaines modalités d'adoption de ces décisions administratives ont elles-mêmes été d'imparfaite légalité. Le recours pour excès de pouvoir, et le président Stirn a souligné tout à l'heure un peu de mouvement d'ailleurs dans la salle à ce moment-là, mais la rapidité de l'intervention du juge administratif et donc la question du recours pour excès de pouvoir ne met pas directement en cause la question de la sécurité juridique, puisqu'a priori le juge administratif intervient dans des délais raisonnables, au moins, peut-être pas 1 an, mais parfois moins, parfois un peu plus, mais en tout cas des délais relativement rapides qui font que, en principe, l'articulation entre la sécurité juridique et le respect des règles procédurales devrait se poser d'une façon singulièrement différente de celle que l'on peut admettre, et aussi d'ailleurs, mais que l'on peut admettre dans le cadre du contentieux de l'exception d'illégalité ou de l'abrogation. En clair, si l'administration n'est pas capable de respecter les règles que le législateur lui a imposées, que cela plaise ou non au Conseil d'État est une autre question, si l'administration donc n'est pas capable de respecter les règles que le législateur lui impose, que ces règles soient prises de façon autonome par le législateur ou éventuellement en matière environnementale, par exemple, qu'elle lui soit fortement suggérée par des institutions qui lui sont supérieures, eh bien, peut-être faut-il faire en sorte, précisément, que l'administration respecte ses obligations légales. Bref, peut-être faut-il que l'annulation intervienne et que cette annulation oblige, contraigne l'administration, aussi désagréable que soit le fait de reprendre la même décision en respectant les mêmes procédures, oblige l'administration donc à respecter la légalité, ce qui m'amènera un propos conclusif à ce propos. Jour avant de commencer mon propos, je me permets, il n'y a plus rien affiché à l'écran, c'est très bien, parce qu'il manquait un point d'interrogation à la fin qui m'amenait à m'interroger sur l'intitulé même du colloque, savoir s'il avait changé par rapport à l'affiche, puisqu'on s'interrogeait sur le fait que les annulations soient plus rares, mais le plus utile, point d'interrogation, et je crois que le point d'interrogation est important ici. Dans le cadre donc du contentieux de l'excès de pouvoir, du contentieux par voie d'action, il y a donc, je ne vous ferai pas l'injure de vous infliger la lecture complète de l'arrêt d'Antony, mais il y a donc un changement qui est important, un changement d'évolution importante qui est intervenu par l'arrêt du 23 décembre 2011, dont nous avons fêté donc il y a peu la 10e année, et c'est aussi l'occasion de saluer la mémoire du requérant d'habitude proche du contentieux administratif, qui était Claude D'Antony, professeur de mathématiques à l'École normale supérieure de Lyon, et grand spécialiste, enfin devenu par la pratique, grand coutumier du contentieux administratif, et décédé au tout début d'un colloque précisément organisé à Lyon sur le contentieux administratif, et donc on devait discuter son arrêt, si on peut dire, enfin en tout cas l'un de ses arrêts, puisqu'il est l'auteur de très nombreux contentieux. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui par courrier, mais sur un de ces contentieux, puisqu'il s'était spécialisé dans le contentieux de l'illégalité courante que constitue une très grande quantité des actes des autorités administratives nationales comme locales en matière universitaire. Le droit universitaire est un champ que nous que nous n'exploitons, que nous n'explorons pas suffisamment, et qui est une illustration que nous pratiquons aussi, hein, rassurez-vous, mais une illustration de la faible capacité qu'ont certaines autorités administratives à respecter la légalité, l'intégralité de la légalité, y compris la légalité procédurale. Et donc en 2011, le Conseil d'État je vous relis le considérant de principe, énonce un principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivi à titre obligatoire ou facultatif, un vice, donc, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte, le Conseil d'État préservant ici la question de la compétence, y compris la légalité procédurale relative à sa propre consultation, puisque du co-auteur de l'acte, qu'est le Conseil d'État dans le cadre de sa consultation obligatoire préalable à l'élaboration des décrets en Conseil d'État. Dans ses conclusions, Gaël Dumortier, très intéressante conclusion d'ailleurs, indiquait que l'irrégularité qui ne peut ou n'a pu être de nature à affecter la teneur de la décision n'a pas à être sanctionnée par l'annulation de celle-ci. Si l'on relit très précisément l'arrêt d'Antony, en fait, il n'y a pas d'illégalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cadre de l'illégalité d'un juge qui constate l'illégalité sans la sanctionner. Il constate qu'il y a un vice, mais que ce vice n'est pas de nature à entraîner une illégalité, ce qui est un petit peu différent. Autrement dit, il y a des vices, mais des vices qui ne sont pas illégaux. Et c'est bien l'idée de l'arrêt d'Antony. Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, un sujet qui sera abordé un peu plus tard dans la journée, qui est celui de la modulation, c'est-à-dire de la modulation de l'effet de la constatation d'une illégalité. Il s'agit bien de la neutralisation de l'illégalité elle-même, qui est considérée comme un vice, qui est assumée comme un vice, mais dont on estime que ce vice n'emporte pas illégalité de la décision prise. Avec donc deux réserves, la privation d'une garantie pour les intéressés, d'une part, et l'influence sur le sens de la décision, d'autre part. Je le rappelle, nous sommes dans le contentieux par voie d'action, dans le contentieux du recours pour excès de pouvoir, dans le contentieux rapide, par conséquent, le juge administratif est appelé à statuer sur une illégalité qui a été commise, entre guillemets, récemment. Alors, je laisse de côté Hugues Savage, enfin, c'est-à-dire la question de la non-notification des délais de recours et de la possibilité donc d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai plus lointain, éventuellement d'1 an, mais la règle, la norme, si l'on peut dire, pour d'Antony, c'est donc un recours pour excès de pouvoir introduit dans le délai de 2 ans à compter de la notification, de la publication de la décision, et ce délai devrait en principe permettre éventuellement, peut-on imaginer, au bout d'1 an et 2 mois, si l'on reprend le délai moyen évoqué par le président Stirn, à l'administration de reprendre la même décision que celle qui aurait été annulée si le vice de procédure avait été sanctionné, quand bien même ce vice de procédure n'aurait pas été de nature à affecter le contenu de la décision. Le Conseil, très rapidement, deux éléments sur les extensions et les limites de la jurisprudence d'Antony. Le Conseil d'État, depuis 10 ans, a fait une application très large, cela a déjà été évoqué, une application très large de ce principe, selon lequel les vices de procédure n'entraînent pas obligatoirement l'annulation d'une décision administrative. Très large, alors, surtout, bien sûr, de façon très visible dans le contentieux de l'urbanisme et dans le contentieux de l'urbanisme, de l'environnement, de l'aménagement, c'est-à-dire, parce que c'est cela qui est en cause en réalité, c'est-à-dire dans une série de dispositifs procéduraux qui ont été progressivement stratifiés dans un objectif qui est celui de la participation des administrés à l'élaboration des décisions administratives. J'insiste vraiment sur ce point, c'est-à-dire que la dantonisation, comme on l'appelle maintenant, s'applique préférentiellement à des situations de complexité de l'élaboration des décisions administratives. Et nous sommes tous d'accord, et tous convaincus, je pense, que l'administration, cela a été évoqué là encore par le président Stirn dans son introduction, la complexité de l'élaboration des décisions administratives est infiniment plus importante aujourd'hui, en tout cas plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a même une trentaine d'années. Et donc, le mouvement que caractérise la jurisprudence d'Antony est, de ce point de vue, compréhensible. Il y a une plus grande complexité de l'action administrative, il est plus difficile de respecter les procédures administratives, et par conséquent, il est compréhensible que le juge administratif, précisément, soit compréhensif à l'égard de la difficulté de ces procédures. Il y a, cependant, je m'en tiens là pour ce premier propos, il y a cependant donc une focalisation, en quelque sorte, sur certaines catégories de contentieux, particulièrement le contentieux de l'urbanisme,
particulièrement le contentieux de l'environnement, et dans ces différentes hypothèses, particulièrement aussi le contentieux de l'association, je le maintiens, de l'association des citoyens, des participants, du public, d'une façon générale, à la décision administrative. Je mentionne ici donc l'arrêt sur l'appellation Occitanie en particulier, donc de 2017 du Conseil d'État, dans lequel le Conseil d'État dentonise donc cette catégorie de décision sur la consultation ouverte, avec une question qui est tout à fait intéressante. Le juge administratif, donc le Conseil d'État, veut apprécier, excusez-moi, je reprends la décision, si les exigences rappelées au point précédent ont été méconnues, et notamment si les conditions de mise en œuvre de la consultation ont pu être de nature à en vicier le résultat. Toutefois, dans l'hypothèse où il relèverait l'existence d'une irrégularité dans la mise en œuvre de la consultation, il appartient au juge administratif, avant d'en tirer les conséquences, d'apprécier si elle a privé les intéressés d'une garantie ou a été susceptible d'exercer une influence sur l'acte attaqué. J'insiste sur ce point parce que c'est une surdentonisation en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est une dentonisation à double détente. Il y a une première neutralisation, si on peut dire, c'est l'appréciation du fait que les conditions de mise en œuvre de la consultation ont pu être de nature à vicier le résultat, premier élément. Donc, y a-t-il eu une illégalité? Et cette illégalité, c'est spécifique au droit de la consultation, et cette illégalité a-t-elle pu avoir une influence sur le résultat de la consultation? Et deuxième élément, si tel est le cas, s'il y a eu une illégalité une illégalité substantielle déjà, si on reprend la terminologie antérieure, sur l'élaboration de la décision à l'issue de la consultation, est-ce que cette illégalité a pu avoir une influence sur l'acte final attaqué? Donc, premier temps, sur l'analyse autonome de la consultation, et un deuxième temps, on est dans une opération complexe, sur le rapport entre l'organisation de la consultation, éventuellement défectueuse, et le contenu même de l'acte final attaqué. Bien, donc c'est une espèce d'effet cliqué en quelque sorte de la jurisprudence d'Antony. Jurisprudence d'Antony qui est également appliquée donc, dans le domaine des enquêtes publiques, c'était une jurisprudence un peu antérieure de 2015, et je ne vais pas multiplier les exemples, ce n'est pas le lieu de le faire ici. Retenons simplement que donc, cette jurisprudence sur la neutralisation des irrégularités procédurales est très largement utilisée par le Conseil d'État. Alors, elle ne va pas jusqu'à basculer du côté de certains vices de forme. Je pense ici donc au défaut de motivation. Le défaut de motivation, ou l'insuffisance de motivation, plus exactement, pas le défaut, l'insuffisance de motivation n'est pas dentonisable. C'est ce qu'indique le Conseil d'État dans un arrêt du 7 décembre 2016, CARSAT Aquitaine, donc en refusant de considérer que l'insuffisance de motivation puisse se voir appliquer la neutralisation procédurale. Je voudrais, plutôt que de reprendre de façon détaillée l'ensemble de ces jurisprudences, effectuer 4 séries de remarques. Très brièvement. La première, c'est que la jurisprudence d'Antony n'est pas véritablement nouvelle. Le juge administratif, dans un temps très long, plus long encore que celui qu'évoquait Antoine Turut-Baleine tout à l'heure, a toujours, en réalité, neutralisé des irrégularités procédurales. Le curseur n'était pas le même, il s'agissait de la distinction bien connue entre formalités substantielles et formalités dites accessoires, ou en tout cas non substantielles. C'est simplement donc le curseur qui a été déplacé, et l'utilisation de cette jurisprudence distinguant donc formalités substantielles et non substantielles, le curseur qui a été très fortement déplacé, puisque c'est l'ensemble des irrégularités, substantielles ou non substantielles, qui sont désormais neutralisables, en quelque sorte. Deuxième remarque, ma première remarque était la remarque positive à l'égard de la jurisprudence d'Antony. Les 3 suivantes seront un peu plus critiques, je préfère en avertir les membres éminents de la juridiction administrative ici présents. Deuxième remarque, sur la procédure de la procédure, si l'on peut dire, c'est-à-dire sur d'Antony. D'Antony ne tombe pas du ciel à la fin de l'année 2011, il intervient après la loi du 17 mai 2011, article 70, qui indiquait que lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision. L'article 70 visait
la consultation d'un organisme, autrement dit, il avait un champ d'application tout à fait limité. Il obligeait en réalité, il contraignait le juge à neutraliser les irrégularités procédurales liées à la consultation d'un organisme. Bien. Le juge administratif, en décembre 2011, dans une formule, parce que j'ai cité la suite de l'arrêt, mais pas le début, dans l'arrêt d'Antony, indique que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation, ces dispositions, celles de l'article 70 de la loi de 2011, ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe et d'Antony Desrolles. Autrement dit, le Conseil d'État vient en décembre 2011 inventer un principe dont le législateur, 6 mois auparavant, s'est inspiré pour élaborer une règle spéciale. Et ce faisant, il généralise à l'ensemble des procédures administratives une règle que le législateur a voulu, conçue comme limitée à la consultation des organismes, dans le cadre d'une des lois Warsmann, donc de simplification du droit. Autrement dit, le Conseil d'État, une fois plus, dira-t-on, mais vous l'avez évoqué, Monsieur le Président Stienne, donc je fais pas. Comment dire, je ne conteste pas, il n'y a pas de contestation sur ce sujet, je crois. Le Conseil d'État donc considère que la procédure administrative contentieuse, c'est sa chasse gardée, et qu'il n'est pas question que le législateur, de façon autonome, prenne des décisions qui, éventuellement, puissent envisager de limiter sa créativité jurisprudentielle dans ici la neutralisation des motifs d'illégalité procédurale. Bien. Il y a quand même, me semble-t-il, quelque chose du côté de la séparation des pouvoirs qui un jour ou l'autre posera problème pour le Conseil d'État, qui s'en est toujours très bien tiré dans toute l'histoire, donc il n'a pas de raison de douter qu'il continue à s'en tirer. Mais enfin, tout de même, on peut peut-être envisager qu'un jour le législateur commence à envisager de s'étonner que le Conseil d'État puisse s'asseoir aussi facilement sur non pas les décisions de justice, mais la loi qui, à une époque très lointaine, certes, était considérée comme l'expression de la volonté générale. Le Conseil d'État, par ailleurs, le même Conseil d'État, lorsque la loi ESSOC est arrivée donc en projet, a été naturellement amené à statuer sur le projet de loi ESSOC. Et le projet de loi ESSOC prévoyait, d'une part, la disparition de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011, et d'autre part, ce que l'exposé des motifs présentait comme une codification de la jurisprudence d'Antony. Et l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi est tout à fait intéressant, puisque le Conseil d'État accepte parfaitement de constater l'inutilité de l'article 70 du 17 mai 2011, il est bien placé pour cela, puisque c'est lui qui a créé l'inutilité de la loi du 17 mai 2011, enfin sur cet article 70, et donc il n'y a aucun souci, le Conseil d'État valide sans problème. Par contre, il est plus que réticent, il est opposé à l'autre modification, qui est la codification de la jurisprudence d'Antony, qui, je n'ai plus noté le texte ici, j'avais sous les yeux ce matin, qui il y a le terme de créativité qui est employé, je crois, par l'avis du Conseil d'État, donc qui, en quelque sorte, empêcherait l'évolution de la jurisprudence d'Antony et la prise en compte de l'ensemble de la réalité administrative par cette même jurisprudence. Il mentionne d'ailleurs l'arrêt de 2017 dont je parlais il y a quelques instants directement. On a fait évoluer notre jurisprudence d'Antony, donc vous allez nous la figer en quelque sorte, et donc laissez-nous notre chasse gardée, laissez-nous neutraliser et voir comment est-ce que cette neutralisation procède, voir si elle est acclimatée ou pas, on l'a dit tout à l'heure. Bien. Et le législateur, d'ailleurs, s'est plié, puisque l'article 51 de mémoire de la loi ESSOC ne fait que supprimer l'article 70 de la loi du 17 mai 2011. Donc, finalement, c'est à tort que j'envisageais la possibilité que le législateur se rebiffe contre le Conseil d'État. Il a capitulé, sans doute, depuis très longtemps. Puisque nous sommes à Nantes, je me permettrai d'employer les termes qui sont ceux de René Ostiou dans un article à propos de la loi, à propos d'Antony, justement, et donc René Ostiou parlait de coup d'état juridique. Je crois quand même que cette question de la répartition des compétences entre le législateur et le juge devra être posée de façon claire, et tranquille et apaisée, un jour ou l'autre. Troisième remarque,
je serai bref sur les deux dernières. Troisième remarque, qu'est-ce qui est en cause en réalité? C'est la question de la procédure, tout simplement. C'est-à-dire, c'est la question du rapport de l'autorité administrative à la procédure. La procédure, comment dire, elle est vue par les autorités administratives, de façon quotidienne, comme un frein. La procédure est un frein, et y compris dans les discours, je pense, au plus haut niveau de l'État, le président de la République actuel, qui avait eu des mots à l'occasion justement de la loi ESSOC, sur ce thème précisément de la procédure comme frein à l'activité des administrations et des entreprises. Je ne nie absolument pas que ce puisse être le cas, bien sûr. Mais la question est de savoir à quoi sert la procédure. Quelle est la finalité des procédures administratives? Est-ce que les procédures administratives, quelles qu'elles soient, les procédures relatives à l'élaboration des actes en particulier, sont uniquement faites pour empoisonner, on n'aurait pas un thème présidentiel pour cela, mais l'administration. Peut-être en partie, mais elles sont surtout faites, si on s'intéresse un peu en arrière-plan au motif théorique de la procédure est fondamentalement liée à la légitimation, c'est-à-dire à l'acceptabilité de la décision administrative. Je crois qu'il y a un jeu, à mon sens, extrêmement dangereux, mené par le Conseil d'État, enfin, pas forcément assumé, pas forcément... mais en tout cas, extrêmement dangereux mené par le Conseil d'État, dans la neutralisation des règles procédurales, par le juge administratif d'une façon générale, dans la neutralisation des règles procédurales, parce qu'il donne à voir de l'autorité administrative, je parle ici du recours par voie d'action, je comprends, enfin, on peut comprendre parfaitement la question du rapport entre plusieurs pôles de l'égalité en quelque sorte, avec la question de la sécurité juridique en arrière-plan pour le contentieux a posteriori. Mais pour le contentieux par voie d'action, je crois qu'il y a vraiment un jeu dangereux dans la mesure où l'image qui est donnée, c'est celle de la facilitation de l'élaboration des actes administratifs par l'autorité administrative, donc de l'inutilité d'un certain nombre de dispositions procédurales qui ont leur autonomie, pourtant, c'est-à-dire que les règles procédurales, encore une fois, sont faites pour montrer, pour donner à voir aux citoyens, au public, la difficulté de l'élaboration des règles administratives, la maturation nécessaire pour l'élaboration de ces décisions administratives, et finalement, le juge administratif, lorsque le non-respect de ces dispositions procédurales n'a pas eu concrètement d'effet, a posteriori, mais là encore, il s'agit, enfin, bref, on va discuter de ce concrètement, pour l'élaboration des actes administratifs, lorsque donc ces règles n'ont pas eu concrètement d'effet, ou donc n'ont pas été en mesure d'avoir concrètement des effets sur la décision administrative, eh bien, ce n'est pas grave. À mon sens, c'est extrêmement grave, au contraire. Je veux dire par là que toute violation d'une règle procédurale, quelle qu'elle soit, est une violation d'un élément destiné à assurer la légitimité d'une action administrative. Je crois qu'il y a vraiment, démocratiquement, si on peut dire, un jeu extrêmement risqué mené par le juge administratif, dont, attention, il s'agit aussi de comprendre la raison, et qui a été évoquée par le président Stirn, qui est celle aussi de la gestion des stocks, enfin de la gestion des stocks, des flux, et de la perception de l'office du juge comme devant se concentrer sur les illégalités les plus importantes. Et en arrière-plan, je crois qu'il y a aussi, singulièrement peut-être en contentieux de l'urbanisme, l'idée de décourager le contentieux, comme on l'a fait dans d'autres domaines, avec par exemple le recours administratif préalable obligatoire, avec un certain succès, donc il ne s'agit pas de nier dans son intérêt. Quatrième élément sur lequel je voudrais terminer mon propos. En arrière-plan de l'illégalité procédurale, il y a l'idée, me semble-t-il, que l'autorité administrative n'est plus effectivement en situation, dans bien des cas, en situation, compte tenu de la complexité de l'action administrative, en situation d'agir intégralement, de façon intégralement conforme à la règle de droit. Sans doute est-ce le cas. Sans doute est-ce le cas, y compris du fait de l'intervention du législateur. Je ne fais pas ici le défenseur de l'inflation législative. Sans doute est-ce le cas. Sans doute est-il effectivement extrêmement complexe, voire impossible, pour une action administrative efficace, de respecter l'intégralité de la légalité procédurale. Bien. La question que je voudrais poser donc en conclusion est celle simplement du curseur. Du curseur dans la réforme législative. J'ai dit,
qu'il me semblait, peut-être un peu fermement, mais qu'il me semblait que le Conseil d'État avait une certaine distance, disons, à l'égard du législateur et de son intervention. Sans doute est-ce sa raison dans bien des cas, y compris dans précisément cette inflation normative et cette inflation législative. Je ne suis pas certain, en revanche, que le fait d'absoudre l'administration du respect de règles dont le Conseil d'État est sans doute persuadé, il l'écrit dans bien d'autres, dans sa fonction consultative à bien des reprises, est sans doute persuadé qu'elle ne sert à rien ou qu'elle, en tout cas que cette inflation procédurale est nocive pour l'élaboration des décisions administratives. Je ne suis pas certain qu'absoudre l'administration soit la meilleure façon de permettre une vraie réflexion du législateur, éventuellement même de l'exécutif, sur la nécessité d'une simplification des procédures administratives. À quoi sert aujourd'hui de s'interroger sur la simplification des procédures administratives si le Conseil d'État, si le juge administratif d'une façon générale, absout par anticipation, en quelque sorte, les autorités administratives du respect de procédures qu'il estime, sans doute à très juste titre, largement inutiles, voire nuisibles. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher collègue, pour ton propos qui, j'imagine, nous fait déjà entrer dans les discussions, les échanges qu'on peut imaginer. Nous avons pas mal de temps devant nous pour ceci, donc le débat peut à présent débuter. Je me tourne vers la salle. Merci beaucoup. Je vais peut-être ouvrir le débat parce que écoutez avec beaucoup d'intérêt les trois exposés et je crois que dans les trois, il y a en arrière-plan en fait, la place de la loi sur ces questions. Et c'est là-dessus que je voudrais dire peut-être quelques mots pour ouvrir le débat. Alors, première observation, je rejoins tout à fait le professeur Dumont. Il est très important qu'il y ait un dialogue apaisé entre le Conseil d'État et le Parlement sur ces sujets. Et ce dialogue est d'autant plus nécessaire aujourd'hui que les avis du Conseil d'État sur les projets de loi depuis 2015 sont rendus publics et que par conséquent, le Parlement lui-même et l'opinion publique plus largement sait ce que le Conseil d'État, et vous avez fait vous-même la démonstration, a dit sur un projet de loi. Donc c'est vraiment très, très important qu'il y ait ce dialogue. Il y a un instrument de dialogue nouveau qui résulte de la révision constitutionnelle de 2008, c'est la consultation du Conseil d'État sur les propositions de loi qui permet d'avoir là, je dirais très concrètement, un dialogue important avec les parlementaires et on peut constater avec satisfaction que cette procédure, ce recours qui est facultatif pour les propositions de loi, donc c'est à la demande de l'auteur de la proposition de loi et du président de l'Assemblée intéressée que le Conseil d'État est saisi d'une proposition, qu'il y a une montée en puissance de cette consultation. L'année dernière, 11 propositions de loi ont été examinées, c'est un chiffre record depuis 2008, et à chaque fois, c'est l'occasion, je dirais, pour les parlementaires qui viennent à ce moment-là devant la section, puis l'Assemblée générale du Conseil d'État, peut-être de mieux comprendre ce que fait le Conseil d'État, ce qu'il inspire, et au fond, la confiance que le Parlement témoigne au Conseil d'État en le saisissant d'un nombre croissant de propositions de loi, je crois, montre que ce dialogue s'engage bien. En tout cas, il n'y a aucun doute qu'il est très, très important. Encore il y a une quinzaine de jours, j'étais auditionné par une mission du Sénat sur la judiciarisation de la vie publique et avec les sénateurs, j'ai pu aborder tout à fait ce type de problématique. Ça, je crois que c'est très positif et c'est vraiment un point tout à fait essentiel. Alors, sur les sujets qui nous intéressent, il y a des questions pour lesquelles l'intervention du Parlement est absolument nécessaire, notamment quand il s'agit de donner à la juridiction administrative des instruments dont elle, je crois, n'aurait pas pu se doter elle-même par voie jurisprudentielle. J'ai évoqué tout à l'heure dans mon petit propos introductif les astreintes, les injonctions, le référé. Sur ces questions-là, il y a besoin de la loi. Il y a besoin de la loi, et alors là, je crois que vous avez parlé de coup d'état juridique, je crois que
À la limite, peut-être le Conseil d'État aurait pu, par voie jurisprudentielle, créer les injonctions, les astreintes, voire le référé. Mais non, là, c'est trop, ça. Ça, c'est trop. Et il y a vraiment, je crois, l'équilibre aussi des pouvoirs rend nécessaire l'intervention du Parlement pour ces instruments qui sont quand même des instruments très, très intrusifs, finalement, du juge à l'égard de l'administration et du gouvernement. En revanche, sur les questions purement procédurales, de procédure administrative, je crois que là, on est au cœur des problématiques de la journée. D'abord, on est devant la prolifération législative, en réalité, en dehors du domaine de la loi. L'article 34 a très sagement mentionné la procédure pénale. Bon, et uniquement la procédure pénale, comme relevant du domaine de la loi. La procédure civile et la procédure administrative ne relèvent pas du domaine de la loi. Et si on veut quand même essayer, et je crois que c'est une préoccupation partagée par le Parlement comme par le gouvernement, quel qu'il soit, et par le Conseil d'État, quand même essayer sérieusement de lutter contre la prolifération normative, il est important peut-être de revenir à une meilleure lecture de l'article 34 de la Constitution. Le Conseil d'État lui-même a une part de responsabilité dans un peu l'oubli de l'article 34 de la Constitution. La procédure administrative n'est pas dans le domaine de la loi et ne peut s'y rattacher au travers de la rubrique des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Enfin, voilà, l'avis d'une commission, c'est quand même pas les garanties fondamentales des citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Donc, il y a une question de prolifération normative qui est un peu en arrière-plan quand même de nos réflexions. Deuxièmement, l'intervention du législateur, quand elle a lieu, elle a quand même beaucoup d'inconvénients. Et c'est ce que dit l'avis que vous avez mentionné. D'abord, la rigidité. La norme législative, une fois qu'elle est intervenue, elle est principe permanente, alors sauf à encore accroître l'instabilité normative. Une fois que la loi est intervenue, normalement, on ne la modifie pas dans les 2-3 ans qui suivent. Cette rigidité n'est pas satisfaisante sur des questions qui demandent un peu de souplesse, d'adaptation, de réalisme. La jurisprudence, elle a cet avantage considérable de pouvoir se moduler et évoluer. Et s'il y a et le juge, il est là pour peut-être se rendre compte qu'il faut compléter, préciser, moduler, voire modifier une jurisprudence. Et cette souplesse, elle est quand même très, très importante. En plus, dernière observation sur des questions très techniques et sur lesquelles le législateur intervient mal en réalité. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. La loi Waxman, c'est un exemple de loupé en réalité. Il fallait absolument corriger, ne serait-ce parce que le Parlement avait oublié les garanties qui étaient dans la jurisprudence précédemment. Et le Conseil d'État a tenu, dans l'arrêt d'Antony, à réintroduire ce qui manquait. Alors, il le fait avec cette technique bien connue, prend la loi telle qu'elle est et lui fait dire un peu le contraire, ou très différent, l'interprète très différemment de son texte littéral, en disant qu'elle s'est inspirée d'un principe général du droit. L'arrêt d'Ame Lamotte, c'est ça déjà. Et ça, c'est pas une technique. Voilà. Mais là, il y avait vraiment une malfaçon. Avoir oublié les garanties, c'était quand même un vrai problème dans la loi. Puis cette idée de traiter à part les consultations des autres questions de procédure, on ne comprenait pas bien pourquoi en réalité. Voilà, donc, et il y a besoin. Et la loi, l'article L601 du Code de l'urbanisme, sauf erreur de ma part, il est antérieur à l'arrêt de 2018. Voilà. Et la loi, elle est intervenue pour limiter les dangers de l'exception d'illégalité. Simplement, effectivement, et alors, la jurisprudence vient limiter bien davantage, et il y a ce paradoxe aujourd'hui qu'on a, dans un contentieux où le législateur a voulu, en réalité, pour des raisons d'intérêt général, permettre les constructions, éviter la multiplication de procès excessifs en matière d'urbanisme, a voulu encadrer l'exception d'illégalité plus qu'elle ne l'était dans le cadre général. Quand la jurisprudence vient assouplir le cadre général, on a un paradoxe aujourd'hui qui a un cadre plus rigide
pour le droit de l'urbanisme. C'est quand même assez aberrant, ça, comme situation. Et je crois vraiment que ça souligne que ce type de problématique-là, je pense vraiment, il faut laisser la jurisprudence les régler. Et je crois que le Parlement est prêt à entendre ça aujourd'hui, jouant dans ce contexte de préoccupation sur l'inflation normative, la complexité du droit, l'instabilité des normes. Et si voilà les journées dantesques de droit public peuvent relayer ce message, je crois que c'est un message à faire passer. On le voit bien et on l'a bien vu dans vos interventions. L'intervention du législateur, elle est quand même étrange, en réalité hors de son domaine, trop rigide, et appelle presque inévitablement, après des jeux, et je crois d'ailleurs que le président Waxman lui-même a très bien compris l'arrêt d'Antony, parce qu'il avait le souci de la simplification du droit, et ce que ces lois successives montraient, et je crois qu'effectivement, voilà, se rendait compte assez vite que la loi était un peu passée à côté, ou en tout cas n'avait pas bien réglé le problème qu'elle avait entendu traiter, et qu'il faut laisser la jurisprudence avec à la fois sa connaissance de l'administration, donc il y a une juridiction administrative, une meilleure connaissance voilà, des réalités administratives, et puis cette possibilité surtout de souplesse et de flexibilité qui font que ce type de régulation, à mon avis, trouve mal sa place dans la loi et beaucoup mieux dans la jurisprudence. Je voudrais réagir sur la position du professeur Dumont de la jurisprudence d'Antony. Je crois qu'en fait, on est au cœur, le président Stier, on est au cœur de l'office du juge. C'est-à-dire que la difficulté pour le juge administratif, c'est justement d'appliquer la jurisprudence d'Antony. Pour nous, c'est très difficile, en fait. Donc, je comprends l'esprit du Conseil d'État, je comprends parfaitement quel est son... Et nous comprenons tous, nos juges administratifs, mais mettez-vous 5 minutes à notre place. Nous avons des dossiers qui sont souvent lourds, difficiles, de nombreux moyens à examiner, et nous avons apporté une appréciation sur le sens à donner à certaines irrégularités. Donc on nous dit, le juge administratif connaît bien l'administration, il est capable de faire la part des choses. Et certes, ça c'est une idée, oui, c'est une position qui en théorie peut se défendre. Et effectivement, il y a des brassages, il y a des passages du collègue dans les services administratifs, il y a des mobilités, mais sur un dossier précis. Imaginez-vous la difficulté qu'on peut avoir à apprécier la portée d'une illégalité, d'un vice de forme, de consultation ou de procédure dans un dossier, par exemple, d'élaboration de plus qui dure des années. Donc, je comprends la nécessité de veiller à éviter des annulations qui auraient une portée catastrophique pour les collectivités. Mais en même temps, c'est extrêmement difficile du point de vue de la sécurité juridique de mettre, par exemple, comment pouvez-vous expliquer à vos clients que parmi tous les moyens que vous soulevez, il y en a que le juge va écarter, alors même que l'illégalité serait avérée. Voilà. Donc c'est une série de réflexions que je vous livre, c'est-à-dire le risque d'insécurité que crée cette jurisprudence, et en même temps, je comprends qu'elle est nécessaire. Deux aspects. Oui, sur d'Antony, la jurisprudence d'Antony s'entend. Oui, j'entends les critiques que j'ai déjà lues, on va dire, de Gilles Dumont. Une première réflexion que je me fais, c'est la jurisprudence d'Antony, elle aurait peut-être une sorte d'effet pervers si on pouvait constater une sorte d'effet de feedback, si vous voulez, que ce serait un encouragement dans la conduite de l'action administrative à méconnaître des règles de procédure. Procédure, hein, pas la forme, règles de procédure. Mais, alors,
j'ai pas une connaissance suffisamment précise de l'administration active et pas non plus une association bien fréquente à la conduite de l'action administrative, mais je ne suis pas sûr du tout que dans les services, ceux qui sont chargés de conduire ces procédures administratives souvent complexes, hein, notamment toutes celles qui ont pour objet d'élaborer, vous savez, ce que le droit de l'Union européenne appelle les plans et programmes, est-ce qu'ils font des raisonnements un peu machiavéliques consistant à dire, bon, cette règle de procédure, on ne va pas trop la respecter parce que de toute façon, on sait qu'en cas de contentieux, le juge administratif dira que bah, ce n'est pas une garantie, ça n'a pas une influence. Je ne suis pas sûr du tout, moi, je ne pense pas hein, que dans les administrations, on fasse ce genre de raisonnement qui serait effectivement un effet pervers, un peu fâcheux. Je ne pense pas que ce raisonnement soit tenu parce qu'à chaque fois, vous aurez la question de savoir, mais est-ce que la règle de procédure, en l'espèce en cause, s'analyse en une garantie au sens 2 ? Question qui n'est pas... Alors c'est assez balisé maintenant dans la jurisprudence, mais pas toujours quand même. Hein. Et puis ensuite, toujours la question de, mais si l'aventure, on la méconnaît, et à supposer que ça s'analyse pour une garantie, est-ce qu'on ne risque pas de nous dire quand même, oui, mais quand même, ça a une influence sur le sens que vous avez décidé. On ne peut pas faire le pari que si vous aviez respecté la règle, alors vous auriez bien effectivement donné à votre décision le même contenu, ce qui n'a pas de soi. Hein. Donc, je ne pense pas, pour ma part, que la jurisprudence d'Anthony ait eu un tel effet pervers. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'elle a parfois quelques micro-effets pervers. Alors ça, c'est dans la pratique des juridictions, parfois. Mais pas au niveau du Conseil d'État, mais les juridictions du fond, les tribunaux, hein, moins dans les cours, mais surtout dans les tribunaux. Mais c'est dû un peu à la masse des contentieux au nombre, avec des effets pervers. Le premier, ça consiste à inventer une irrégularité qui n'existe pas pour s'emprunter de la dantoniser, hein, auprès des jugements qui disent qu'il y a une irrégularité, puis quand on y regarde le point, on dit mais quelle irrégularité ? Il n'y a pas d'irrégularité. Si ce n'est pas irrégulier, c'est pas irrégulier. La règle n'est pas méconnue, le débat s'arrête là. Et puis parfois également, mais c'était vrai, je crois, dans les premières années de la mise en œuvre de la jurisprudence d'Anthony, comme je l'ai dit, hein, certaine résistance intellectuelle de la part des magistrats des tribunaux à cette jurisprudence. Bon, enfin, j'en connaissais, hein, j'ai connu des collègues assez hostiles intellectuellement à cette jurisprudence, qui consistait, au sens et pour l'application de la jurisprudence d'Anthony, à inventer des garanties dont on avait vraiment un peu de peine à voir en quoi ça s'analyse vraiment en une garantie. Car on dire que telle règle a été méconnue, ça a méconnu, cette règle est une garantie pour l'administrer. Oui, bon, je pourrais citer des exemples précis où le Conseil d'État, ensuite, ayant été saisi de la question, a dit ce n'est pas une garantie. Bon, voilà. Voilà, c'était quelques réflexions sur cette jurisprudence. Oui, vous m'interpelliez sur la façon dont on pouvait effectivement expliquer à nos clients que parfois, il y a un vice et ça ne conduira pas forcément à l'annulation. Je prendrais le problème un tout petit peu différemment. Je pense que par exemple, notamment sur les documents d'urbanisme, qui est un secteur dans lequel on voit ça effectivement souvent invoqué d'Anthony, j'ai plus envie de demander à nos clients ce qu'ils cherchent véritablement. Et en fait, dans la plupart des cas, alors sauf des cas particuliers qu'on a tous connus, mais qui restent rarissimes, de gens qui sont vraiment très, très procéduriers ou qui ont une dent contre la municipalité en place et qui veulent absolument aller embêter la municipalité en place. Mais d'une façon générale, les contentieux à l'encontre d'un PLU, ça porte sur le fond. Pour des particuliers, très concrètement, c'est le zonage de leur parcelle qui les intéresse. Et donc, effectivement, quand de temps en temps on intervient, nous, pour des particuliers au sein du cabinet, la question, c'est plutôt de leur dire, voilà, sur quoi est-ce qu'on va travailler ensemble ? Est-ce qu'on cherche absolument à faire tomber le PLU ? Mais sauf qu'effectivement, si c'est pour un vice qui est dantonisable, le résultat ne vous satisfera pas à la fin. Votre zonage, il sera toujours le même. Donc, vous aurez dépensé beaucoup de temps, d'honoraires d'avocat aussi, pour un résultat qui sera finalement pas celui que vous cherchez. Ou alors, on se concentre et finalement, ils s'en fichent j'ai envie de dire, de savoir, ça peut être sur le principe, effectivement, offusquant de se dire, il y a une illégalité, mais elle n'entraîne pas l'annulation. Mais dans leur cas de figure, ce n'est pas ça qui va les préoccuper.
Ce qui va les préoccuper, c'est la règle de fond et le fait. Donc voilà, l'approche est peut-être un petit peu différente et je réponds peut-être indirectement à la question, mais je pense que c'est plutôt comme ça que je l'aborderai. Merci de cette précision, ce qui en fait est un éloge de la jurisprudence d'Anthony. Bonjour, donc je suis avocat, donc on va voir Anthony du côté de l'avocat du requérant. S'agissant des moyens que l'on soulève contre les plans locaux d'urbanisme, il ne s'agit pas uniquement que de forme pour embêter la juridiction que l'on saisit, c'est aussi parfois pour obtenir le zonage antérieur, c'est-à-dire que dès lors que le PLU tombe, que le requérant avait un zonage qui lui était favorable à l'époque, il peut avoir un laps de temps avant que un nouveau PLU ne soit adopté. Donc, ça présente aussi un intérêt pour lui de faire tomber le document d'urbanisme. D'aventure, si le document d'urbanisme était exactement la même chose pour son zonage, effectivement, mais ça reste relativement limité. Donc, ça présente quand même un intérêt. Et puis, ma question, c'est est-ce que lorsqu'on a un client dans un cabinet d'avocats qui a une illégalité qui nous soulève ou qu'on la trouve, est-ce que le filtre doit être au niveau du cabinet d'avocats? C'est-à-dire, est-ce qu'on note le moyen dans la requête et est-ce qu'on laisse le juge statuer sur le moyen, ou est-ce que dans mon cabinet d'avocats, je dois dire au client, le moyen que vous entendez soulever ne vous a pas porté préjudice et n'a pas influencé le sens. Donc, je peux le faire dans ma lettre de réserve. Mais moi, en tant qu'avocat, j'ai quand même tendance à soulever le moyen. Donc, ça n'a pas pour effet de baisser le contentieux s'agissant des stocks, cette jurisprudence d'Anthony, puisque moi, je ne vais pas me limiter à dire aux clients, ce moyen, on le fait. Déjà, ils arrivent avec tout un tas de moyens en matière d'urbanisme. On ne vient pas avec une violation d'une méconnaissance du nombre de places de stationnement. On vient nous voir parce qu'il y a des problèmes d'ensoleillement, de densité. Mais nous, on ne s'interdit pas de dire au client, on ne va pas porter votre moyen devant le juge. On n'est pas ce filtre-là. Et donc, j'aimerais connaître la position des intervenants pour savoir, est-ce que vous pensez que c'est le rôle de l'avocat de filtrer et de n'avoir que des bons moyens, ou si, au final, on devrait tout mettre et puis vous laisser juger jusqu'au bout et d'apprécier ces garanties. Je me permets d'intervenir, même si je ne suis pas du tout praticien, mais il me semble que la question est intéressante parce qu'en fait, l'idée, la question que vous posez, c'est celle de l'intégration par le défenseur, par le demandeur, pardon, du fait que l'administration peut agir illégalement et rien d'autre. Et je pense que d'un point de vue intellectuel, je trouverais particulièrement utile de laisser au juge cette responsabilité, c'est-à-dire d'assumer le fait que l'administration puisse agir illégalement avec sa bénédiction, mais je pense que ce n'est pas le rôle de l'avocat. Mais effectivement, en pratique, amener des requérants au prétoire qui vont engorger la juridiction en sachant pertinemment que le juge laissera tranquille l'administration baigner dans son illégalité procédurale, ça peut être un peu déplaisant. Moi, je pense qu'au sein du cabinet, au sein d'un cabinet d'avocats, en fait, on n'anticipe pas, effectivement, on n'applique pas la jurisprudence d'Anthony, on regarde juste, on ne se dit pas, ah bah oui, de mon point de vue, le vice, effectivement, il a affecté la décision finale ou pas. Il est juste de dire, dans la mesure où c'est un vice de légalité externe, le zonage de votre terrain ne changera pas forcément. Donc, c'est juste par rapport à l'incidence du vice que ce n'est pas une anticipation sur la position que pourrait prendre le juge. Après, j'entends effectivement l'intérêt qu'il peut y avoir à soulever un vice de légalité externe pour remettre en application l'ancien PLU, mais je pense qu'on revient ici sur une problématique qui est effectivement que parfois on va se retrouver à remettre en vigueur des PLU qui n'ont plus rien à voir avec aujourd'hui les parties d'urbanisme qui peuvent être décidées, qui n'ont plus rien à voir avec... Et donc, on se retrouve à nouveau, on revient sur notre problématique, qui est la problématique de sécurité juridique, et de savoir si c'est opportun, effectivement, de faire revivre de vieux documents d'urbanisme qui peuvent paraître relativement obsolètes. Mais je pense qu'on en débattra, effectivement, peut-être sur les tables rondes de l'après-midi, sur, effectivement, la modulation des conséquences et sur le fait de revenir sur et la régularisation, bien entendu.
En ce qui me concerne, moi, je pense simplement que l'avocat, évidemment, devant le juge administratif, est totalement libre de déterminer la nature des conclusions et des moyens qu'il entend soulever et que fait ce qu'il veut, quoi. Évidemment, donc, bah oui. Écoutez, le juge, lui, l'avocat fait ce qu'il veut et le juge fait ce qu'il doit faire. Donc, j'ai pas de réponse. Alors, pourquoi est-ce que nécessairement l'avocat devrait intégrer en amont telle ou telle jurisprudence pour calibrer en quelque sorte la rédaction de ses écritures en fonction de cette jurisprudence? Non? Peut-être une corporation, entre guillemets, d'avocats un peu particulière, les avocats au Conseil d'État à la Cour de cassation, oui. Mais à part ça, a priori, non. Moi, ça ne me gêne jamais, je ne cache pas, ça ne me gêne jamais d'avoir des 36 ou de nombreux moyens qui sont soulevés, quand bien même on sait que l'avocat sait qu'on sait, par exemple, tout simplement qu'ils sont inopérants, des moyens inopérants. Il y a beaucoup de moyens qui sont inopérants, qui sont soulevés. Bon, bah, réponse c'est inopérant, c'est tout. Mais bon, l'avocat est libre de soulever, les parties, représentées ou non, sont libres de soulever, par exemple, des moyens inopérants. Enfin, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, pas très longtemps, un avocat avait soulevé un moyen intéressant en droit. C'était l'unique moyen de sa requête. Et en réalité, il était inopérant. Et je vous assure, inopérant. Jurisprudence constante là-dessus. Elle a été opposée d'ailleurs en défense. Peut-être que l'avocat l'ignorait, c'est possible. C'était quelque chose de très spécifique. Bah voilà. L'unique moyen de l'égalité interne c'était l'unique moyen de la requête. Il était inopérant. Sans influence sur la légalité de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme en cause. Voilà. Bon, il est possible que l'avocat ne le savait pas, à vrai dire, parce que c'était quelque chose d'assez spécifique. Non, mais c'était quelque chose qu'on rencontre pas souvent, et donc c'est pas quelque chose de très intuitif. Une inopérance qui n'est pas intuitive. Bon. Mais je ne veux pas reprocher à un avocat de soulever des moyens inopérants, dont la totonisation paraît très certaine. Ouais, non. Bonjour. Monsieur le président Sien disait là que l'augmentation des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir, justement, n'avait que pour but de garantir le principe de sécurité juridique, pas de protéger les décisions administratives en limitant le nombre d'annulations. Vous, monsieur le vice-président, vous disiez que le rejet, finalement, n'est pas toujours le progrès. En tout cas, vous vous interrogiez sur cette question. Et effectivement, on peut voir dans un certain nombre de contentieux, notamment dans le contentieux des visas à Nantes, les juridictions nantaises ont ce pouvoir-là. Eh bien, on a pu observer, notamment en décembre dernier, que lorsque la commission de recours sur les refus de visa émettait des décisions implicites, elle n'avait pas, pour justifier de la légalité de sa décision, à démontrer qu'elle s'était réunie. Ce qui peut paraître un peu contre-intuitif parce que, eh bien, c'est-à-dire que les décisions implicites peuvent être en fait des absences de décision. Et on verra ce que nous dira le Conseil d'État s'il est saisi sur cette question, mais dans ce contexte-là, je rejoins un petit peu le professeur de droit qui s'est exprimé. Pourquoi ne pas prévoir d'autres moyens que d'Antony, qui n'a d'ailleurs pas été utilisé par la Cour administrative d'appel pour affirmer que la non-réunion de la commission de recours n'était pas opérante pour demander l'annulation d'un visa. Mais pourquoi ne pas prévoir, par exemple, puisqu'on en parle beaucoup, comme en contentieux de l'urbanisme, la possibilité d'une régularisation en cours d'instance pour éviter des annulations inutiles sans pour autant absoudre l'administration du respect des règles de procédure. Et pour répondre à l'autre question qui était posée par un intervenant, étant avocat également, mais plutôt du côté justiciable que de l'administration, comment nos clients comprennent d'Antony? J'ai envie de répondre assez simplement, pas très bien. Pas très bien parce que l'action des administrés, elle est rarement dantonisable.
On dit rarement à un client qui est en retard pour payer le fisc, écoutez, ça n'a pas privé l'administration d'une garantie, on ne vous majorera pas. Donc, voilà mes quelques observations que j'avais envie de formuler suite à vos brillantes interventions à toutes et à tous. Je dirais un mot sur le contentieux du visa, je vois très bien, évidemment, à quoi vous faites référence. L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes, à laquelle vous faites référence, en réalité, la réitération d'une solution antérieure, qu'on trouve également dans la réponse du Conseil d'État. Méconnaissance, vous dites-vous, c'est la neutralisation de la méconnaissance d'une règle de procédure sur laquelle il y a une obligation pour la commission de recours, en l'occurrence, de se réunir physiquement. Pas sûr, parce que moi je pense qu'en réalité, c'est ce que dit la Cour, à vrai dire, cette règle selon laquelle il y a une obligation pour la commission de se réunir, elle n'existe pas en fait. Elle n'existe pas. Ce n'est pas une disposition réglementaire, ce n'est pas une disposition législative, ce n'est pas non plus un principe général, c'est une règle qui n'existe pas. Donc, la méconnaissance d'une règle qui n'existe pas ne peut pas être une irrégularité. Ensuite, oui, alors effectivement, la denténisation à l'envers, si j'ose dire, oui, enfin, il y a des solutions, vous savez, dans la jurisprudence qui sont un peu de ce genre, puisqu'on parle du contentieux d'urbanisme, par exemple, les dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme, c'est les pétitionnaires qui sont chargés de les constituer. Évidemment, l'autorité administrative qui les reçoit est chargée également de s'assurer de la complétude de ces dossiers, le cas échéant de demander aux pétitionnaires de les compléter. Depuis longtemps, la jurisprudence a été systématisée dans les années 2000 par une décision, je crois que ça s'appelle Lorrain du Conseil d'État, la URIN, dit que les éventuelles insuffisances qu'il pourrait y avoir dans la composition du dossier de demande d'autorisation d'urbanisme ne sont de nature à entacher d'illégalité la décision finalement prise, que si ça peut y avoir une influence, si ça a pu fausser l'appréciation de l'administration sur le respect des règles d'urbanisme. Ça, c'est assez favorable aux pétitionnaires, en l'occurrence. Bon. On peut même faire... vous avez également une jurisprudence sur la notion de fraude qui est assez intéressante. Ça peut s'appliquer dans le contentieux d'urbanisme. C'est une jurisprudence Cora de 2018, si on est exact, sur la notion de fraude, consistant à dire la fraude corrompt tout si elle a bien une incidence sur l'application des règles de droit, des règles d'urbanisme notamment. Ça permet éventuellement de sauver certains comportements moralement, on va dire, critiquables de la part de certains pétitionnaires en matière d'urbanisme, mais qui pour autant n'ont pas d'incidence sur l'application des règles d'urbanisme. Peut-être que ça participe un peu de la même logique intellectuelle que la jurisprudence d'Antony, mais il faudrait passer en revue d'autres solutions jurisprudentielles pour voir si ce n'est pas finalement un peu le même esprit que la jurisprudence d'Antony, mais en faveur de l'administré, et en particulier des titulaires d'autorisation administrative. Il y a des solutions en ce genre. Voilà. Non, on ne peut pas dire qu'elle ne prend pas de décision. Elle prend une décision puisque la loi a prévu, enfin un texte réglementaire en l'occurrence, a prévu que le simple écoulement du temps suffit à faire naître une décision. Donc cette décision existe de ce simple fait. C'est le propre de tout le régime des décisions implicites de relais depuis 1900. Hein. Voilà quoi. Ouais. Oui. Ouais. Ah bah, écoutez, par définition, le juge administratif, il est saisi des décisions de l'administration. On ne peut pas en aller autrement, structurellement. Ouais. Ça répond à des soucis de sécurité juridique et qui ne s'opposent pas aux soucis de légalité parce que, et ça je crois que c'est quelque chose qui n'est pas encore assez intégré, la sécurité juridique, ça fait partie de la légalité. Ce n'est pas le principe de légalité contre le principe de sécurité juridique, non.
le principe de sécurité juridique, ça fait partie de ce qu'on appelle le principe de l'égalité. Hein. Voilà, c'est un élément constitutif. C'est une vraie règle de droit à l'intérieur de quelque chose qu'on apprend en faculté de droit qui s'appelle le principe de l'égalité, de l'état de droit, de la soumission volontaire de la puissance publique à des règles qui s'imposent à elle. Voilà. Alors, il y a certainement un vrai débat. Est-ce que les cas de non-sanction pour le juge fait des gagnants et des perdants? Dans l'article que vous avez cité de Bertrand Seyé à la RFDA, il n'hésite pas à parler de connivence entre le juge et l'administration et en quelque sorte, le procès contentieux se transforme puisqu'il devient, ce sont les mots de Bertrand Seyé, une session de rattrapage pour l'administration devant le juge. Oui, ça je suis d'accord, bien sûr. Quand on utilise quelque chose comme la substitution de motif ou de base légale devant le juge, oui, nécessairement, il y a une session de rattrapage. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y a... En matière civile, il y a des dispositions, enfin, il y a des solutions, des raisonnements qui sont assez comparables en matière contractuelle en particulier. Oui, d'accord, mais ce qu'il veut expliquer, c'est que la situation, finalement, se déroule au détriment des intérêts des administrés qui, eux, pouvaient espérer une sanction avec une vertu disciplinaire placée dans cette sanction. Oui, alors, ouais, on a un débat là sur, en quelque sorte, est-ce que vraiment le juge avec ses pouvoirs a en quelque sorte une fonction disciplinaire, un rôle disciplinaire? Bon, c'est une présentation historique là, du rôle du juge de l'excès de pouvoir qu'on trouve assez présente dans la doctrine un peu ancienne, un peu aujourd'hui, où on expliquait que finalement, elle a une fonction disciplinaire, sanctionner l'illégalité, punir, enfin. À une fonction disciplinaire du juge succède plutôt une fonction un peu, disons, régulatrice, qui passe notamment par la régularisation. Pour ma part, pour avoir fait quelques lectures là-dessus, je suis un peu réservé sur cette présentation parce que je suis pas très convaincu par l'idée que vraiment le juge avec ses pouvoirs n'ait jamais eu vraiment cette fonction disciplinaire. Voilà. Je pense que ça rend pas bien compte de la construction historique de l'office du juge administratif. On a dépassé les midis, peut-être. Oui, je pense. Toute dernière intervention. Bon, alors, la dernière intervention sera celle d'un magistrat administratif. Donc, il a beaucoup été question, parmi les 3 ou 4 techniques qui ont fait l'objet des exposés, il a surtout été question de la neutralisation façon d'Antony. Et je dois dire que ce n'est pas du tout celle qui, en tant que juge administratif, me pose le plus de problèmes, notamment parce que, comme on a dit, la neutralisation des formalités dites non substantielles est bien antérieure, et aussi parce qu'on n'est pas obligé de faire une Antony matin, midi et soir, ou plus précisément, on est obligé, on doit, le juge fait ce qu'il doit effectivement, on doit s'assurer que les conditions pour retenir la jurisprudence d'Antony sont bel et bien réunies. Il suffit que le juge, il est nécessaire de toute façon, et c'est pour moi la solution à cette question-là, que le juge soit bien strict avant d'appliquer d'Antony, de voir que les conditions sont bien réunies. Pose à mon sens davantage de soucis, c'est plutôt la substitution de motifs. D'abord parce que la condition pour l'appliquer, c'est qu'il doit résulter de l'instruction, en bref, qu'on soit sûr que l'administration aurait pris la même décision, ainsi de suite. Comment peut-on à coup sûr le savoir? On n'en sait trop rien. Et ensuite, si dans l'ensemble, l'administration préparant, rédigeant, signant sa décision ne se dit pas après tout, je peux toujours faire une substitution de motif, dans certains cas d'administration plus faibles, et d'administration plus faible administrativement, peut-être par manque de moyens humains, parce qu'il y a une rotation accélérée des moyens humains, et par manque de moyens contentieux également, l'administration qui n'a pas bien compris la substitution de motif, l'invocateur au contentieux, c'est assez compliqué. On a parlé de la sous-direction des visas pour rester nantais. Bon, ça c'est assez problématique, le maniement de cette substitution de motifs, bien davantage que la dantonisation. On va s'arrêter là. Donc pour certaines administrations. Merci.